Et bonsoir à tous, salut Doc. Salut. Comment tu vas? T'as passé une bonne semaine? Bah, très bien, écoute, on est motivé pour faire la revue de presse, quoi. Première revue de presse avec Génération Première Z, donc c'est un revue. plaisir d'être là. Ouais, 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 carrément. Bah, en tout cas, merci à tous ceux qui sont là. Je vois on est pas mal, ça va c'est un bon début. J'espère que vous passez tous une bonne semaine et bienvenue pour cette première édition du coup de la revue de presse de Génération Z. Donc là, on est sur le, sur le compte Twitter de Valérie Pécresse. Alors je te laisse, du coup, j'en profite, je te laisse aller regarder peut-être le doc de ton côté si t'avais pas vu. Du coup, c'est une émission qui est évidemment plus interactive, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, des trucs, des interactions à avoir, on peut évidemment discuter, il n'y a pas de souci. C'est pas comme les conférences où là, pour le coup, il faut évidemment prioriser l'intervenant. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des trucs en particulier qui t'ont marqué cette semaine de ton côté, le doc? Ouais, il y a eu donc les manifestations sur le pass sanitaire, qui ont eu lieu hier. Et mais surtout la vidéo de Xavier Bertrand qui m'a fait beaucoup rire. Mais je pense qu'on va en parler de tout ça, quoi. Donc j'ai un petit peu hâte d'analyser, de décortiquer et de balancer quelques punchlines aussi, bien sûr. Ouais, carrément, évidemment. Surtout la vidéo de Xavier Bertrand qui a pas mal fait réagir. Alors du coup, on va commencer peut-être par le premier événement, ou plutôt le premier non-événement de la semaine, qui est la déclaration, en tout cas, comment dire, candidature à la présidentielle de Valérie Pécresse. Donc elle est passée, il y a un article dans le Figaro qui est sorti, voilà, il me semble, avec une interview complète. Donc attendez qu'on descende, je sais plus c'est quelle page. Voilà, c'est là. Je suis prête à être la première femme présidente de la République, hein, donc et Valérie Pécresse, pour rappeler, qui est républicain. En tout cas, je crois qu'elle est dans son mouvement libre. Tu me dis si je me trompe, le doc. Je crois qu'elle a son mouvement libre, mais qu'elle est toujours dans LR. C'est ça, mais on va en parler justement de cette espèce de braquage qu'il y a à la fois chez Xavier Bertrand et chez Pécresse, qui sont en fait les deux pires candidats pour les Républicains, mais on aura le temps d'en parler là, juste après. C'est ça. Alors du coup, je vais mettre la vidéo en attendant, hein, la petite déclaration de Valérie Pécresse, qui dure 2 minutes. Je sais pas si on va la regarder en intégralité, parce que Euh, Valérie Pécresse, bon, c'est pas, elle est pas du genre à galvaniser les foules, donc Je suis on va candidate apercevoir un petit à peu. la présidence de la République pour restaurer la fierté française. Je veux rompre avec 10 ans de mauvais choix, de tergiversation et d'immobilisme et je pense qu'il faut Alors on note qu'elle a dit 10 ans et pas 15 ans, parce qu'elle était dans le gouvernement Sarkozy, donc ce serait un peu dommage de se tirer une balle dans le pied. remettre le pays en ordre et qu'il est temps. En quoi la politique que vous mèneriez serait si différente de celle d'Emmanuel Macron? Vous voulez représenter la droite et le centre. Est-ce que c'est si éloigné de son positionnement à lui? Bien sûr, parce que Alors là, on sent que je sais pas si t'as entendu du coup le doc, mais genre le journaliste lui demande typiquement si qu'est-ce qui la différencie d'Emmanuel Macron. Donc il est un peu taquin, tu vois, parce qu'il rappelle, je sais pas s'il l'a fait, mais en tout cas je sais qu'il rappelle dans cette interview que elle avait plus ou moins voulu être première ministre de Macron. Donc euh, donc bon. une France fière aujourd'hui, c'est une France dans laquelle les lois sont respectées et dans laquelle la justice juge vite et les sanctions sont dissuasives et appliquées. C'est une France dans laquelle l'immigration n'est pas incontrôlée, on stoppe l'immigration incontrôlée et on intègre, dans laquelle on transmet ses savoirs et son histoire et dont on en est fier. C'est une France dans laquelle on entreprend et on innove sans être entravé, comme on l'a vu avec la crise Covid, par l'enfer bureaucratique qui est la caractéristique aujourd'hui de l'État technocratique macronien. Alors là, du coup, petit résumé, ce qu'elle vient de dire. Genre, bon, déjà, on a senti le slogan arriver. Je pense que le truc, ça va être la France fière. Je sais pas si elle l'a sorti. T'as suivi un peu ou pas sa déclaration de candidature, le doc? Alors moi j'ai lu le papier qui est sorti, je crois, lundi ou mardi, c'était vraiment en début de semaine, il me semble. Ok, ouais. Bon, alors, ma réaction par rapport à sa candidature, bon, déjà, il y a des gros couacs chez les Républicains. On voit que ils savent pas où ils vont. C'est-à-dire qu'on a Christian Jacob qui est censé être le chef du parti qui est complètement en sueur. Il n'arrive pas à décider s'ils vont faire une primaire.
s'ils vont plutôt choisir un candidat. Je crois qu'il y a une histoire de congrès en gros. Et s'ils se mettent pas d'accord, je crois qu'ils vont choisir un candidat via le congrès des Républicains qui doit normalement avoir lieu, je crois, en septembre-octobre, si je dis pas de bêtises. Bon, Mhm. moi, qu'est-ce que je remarque, c'est que soit Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse, donc c'est-à-dire les deux qui sont vraiment le plus avancés dans leur volonté d'aller au combat pour la présidentielle, c'est qu'on a Xavier Bertrand qui, premièrement, quand Emmanuel Macron a gagné, il a montré vraiment un attachement, voire une sorte de joie à l'idée que Macron soit devenu président. Il avait notamment pris ses distances des Républicains puisqu'il n'avait pas renouvelé donc, son adhésion, ce qui fait Mhm. qu'aujourd'hui, sur le papier, Xavier Bertrand n'est plus chez les Républicains. Et de l'autre côté, donc, on a Valérie Pécresse qui, là encore, n'a pas vu de mauvais œil l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron et qui, en plus, dans la foulée, a créé, parce qu'à un moment donné, c'était la mode, a créé donc son propre groupe. On ne sait pas trop ce que c'est libre, c'est-à-dire on ne sait pas si elle a une volonté de créer un parti. Je pense qu'à un moment donné, elle a voulu créer un parti qui était donc libre puisqu'il y avait un logotype, etc. Donc on voit qu'elle y avait réfléchi. Résultat, elle n'y est pas allée parce que c'était un petit peu trop tôt. Mais là, de toute façon, voilà. Donc ça fait qu'on a deux candidats qui, de toute façon, se sont dissociés des Républicains, même si elle y est encore officiellement, on voit bien une volonté de s'affranchir du parti. Et là où c'est risible, c'est qu'on voit un parti qui est aux abois et qui est obligé de choisir entre deux personnes qui, de toute façon, ont honte de dire oui, on est chez les Républicains, quoi. Donc c'est un parti tellement de pleutres et de carriéristes qu'on voit bien qu'ils vont chercher deux personnes qui ont tourné le dos au parti. Donc moi, je trouve ça Ouais. comique, quoi. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, bah surtout qu'en plus, Valérie Pécresse, tu parlais justement de ce mouvement libre, c'est vrai que ça devait être je pense, un espèce de contre-mouvement parce que c'était en réaction, je crois, l'élection de Laurent Wauquiez à la tête du parti, il me semble. Tout le monde s'était barré, c'est là que Xavier Bertrand s'était barré et Pécresse aussi était restée tout en partant, tout en restant, enfin, on sait pas trop ce qu'elle faisait. Et du coup, elle a un peu créé son truc et on savait qu'elle avait des ambitions présidentielles. Un candidat LR, plus un Bertrand, plus un Pécresse. Ouais, ça fait beaucoup, hein, c'est beaucoup de candidats LR et Ziode. Elle a quitté le parti après les européennes. Elle a quitté LR, donc elle est plus membre de LR, là. Vous confirmez, tu confirmes, Nap Nap? Parce que je savais pas du tout qu'elle était plus chez LR. Je croyais qu'elle était encore, mais au sein de Libre. Ouais, parce qu'en fait, Ouais, Libre, je crois, est rattaché à LR. ouais, voilà, mais ça montre bien que de toute façon, ils vont chercher les deux candidats qui véritablement ont pris leur distance avec le parti. Et c'est là qu'on voit que eux, ils sont en carence de. C'est-à-dire que les Républicains, c'est quand même extraordinaire. Ils sont passés du parti qui avait quand même les plus grosses personnalités, donc Sarko, Fillon, Juppé, etc. Vraiment la guerre des chefs, à aujourd'hui trois pelés et un tondu, quoi. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec Xavier Bertrand, Pécresse. Bon, le plus légitime, ça aurait été peut-être Wauquiez, mais lui aussi, il a été quand même jeté manu militari. Donc bon, on voit qu'il y a une carence de chef, mais paradoxalement, on voit que c'est que des carriéristes, puisque quand même, on va pas mentir, quand Macron est passé, il y en a beaucoup qui étaient dans une position, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait comme les rats, on quitte le navire et on le rejoint? Puisqu'on a vu que de toute façon, Macron avait très bien compris que les Républicains étaient un parti de carriéristes et c'est pour ça qu'il a récupéré la plupart d'entre eux. Bruno Le Maire, c'est le premier carriériste de tous, hein, puisque ça a été vraiment l'un des premiers à quitter le bateau Fillon quand il était en train de couler. Donc voilà, donc ma réaction, c'est qu'un parti qui n'arrive pas à accorder ses violons, la droite la plus conne du monde, qui va probablement vers une défaite, rien de neuf sous le soleil, quoi, c'est-à-dire une défaite provoquée par une guerre d'ego, un manque de courage politique, et tu mixes tout ça, ça donne les Républicains et ça donne des défaites depuis maintenant, on va dire,
les dernières élections et là pour les prochaines, quoi. Donc c'est bien qu'ils ne changent surtout pas. Attention, parce que du coup, les élections régionales, bon, on parle de primo sortant évidemment, mais ils ont quand même fait un score quand même honorable et ils s'en sont sortis finalement. Ils ont été réélus majoritairement les Républicains. On dit que c'est LR, donc des bons élus locaux, des bons militants probablement et très probablement, enfin encore un électorat qui est là, qui s'est pas encore vendu à LROM, qui justement est encore de droite, je pense, vraiment authentiquement de droite, mais qui se retrouvent avec des gens qui sont un peu à côté de la plaque. Et Valérie Pécresse, du coup, est un peu l'archétype de ça, parce que pendant la campagne des primaires, elle avait quand même, moi je me souviens, parce que comme je le dis régulièrement, j'étais dans la campagne des primaires, elle était quand même passée de Sarkozy à Juppé, puis à Fillon, puis à Juppé encore, et ensuite elle était repassée à Juppé, puis à Fillon. Donc elle a fait vraiment, bon, c'est un peu, disons, la constance et ce genre de truc, c'est pas vraiment ce qui caractérise Valérie Pécresse. Une très jolie coupe de cheveux, hein, cependant, évidemment. Y a-t-il pas le même phénomène chez la gauche? Ils sont dans une guerre d'ego. Alors, la gauche, au final, ils ont trop de candidats, mais peut-être trop de candidats véritables, peut-être authentiques. Je sais pas, il y a des personnalités qui incarnent vraiment une ligne. Donc on a d'un côté Mélenchon. Bon, c'est vrai que le Parti socialiste, c'est un peu plus compliqué, mais c'est un peu différent. Le parti a perdu les trois quarts de ses adhérents en 2015, entre 2015 et 2019, leur nombre étant passé de 238 000 à 58 000. Bah évidemment, c'est normal. C'est normal. Après la défaite de 2017, ils ont pris un peu cher. Alors je poursuis juste la petite vidéo de Pécresse. À la région, vous travaillez très bien avec certains de ses soutiens, ça se passe plutôt bien. On a même entendu un membre, vous auriez pu être sa première ministre, ça s'est murmuré. Est-ce que Ah, donc là, on parle du fait elle aurait pu être première ministre de Macron, donc un peu dans les dents. Le journaliste est taquin, encore une fois, hein, je crois que c'est Boulot, il s'appelle. Je sais plus quel est son prénom, mais je crois que c'est Boulot, si je me plante pas. c'est une situation qui ne pourra jamais arriver? D'abord, je ne partage pas le projet d'Emmanuel Macron. Je pense que sur la sécurité, sur l'ordre, sur la justice, sur l'immigration, le en même temps, ça ne marche pas. Moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est présenter une alternative au duel Macron-Le Pen. Je pense que les Français ne veulent pas de ce duel. Je suis beaucoup plus réformatrice qu'Emmanuel Macron et moi, je n'ai pas peur de la sanction. Et par ailleurs, j'ai beaucoup plus d'autorité que Marine Le Pen. Alors bon, ça, encore une fois, c'est un peu des incantations. Donc Pécresse vient de dire, je résume pour le doc, hein, je sais que vous avez entendu, mais je résume pour le doc parce qu'il y a un petit souci technique qui fait qu'il n'a pas le son, ni le retour. Mais en tout cas, très bonne idée de faire des revues de presse. Ben, merci beaucoup, Kézistos. En tout cas, Valérie Pécresse nous sort juste moi finalement je réformerais mieux. Alors ça, c'est un peu l'argument que tout le monde, dans un même système, au sein de la social-démocratie ou autre, on va tous se balancer. Moi je réforme mieux. Pour proposer quoi de plus? Pas grand-chose. On va faire à la limite du point-virgule, on va rajouter, on va supprimer 2-3 fonctionnaires en plus, et puis on va changer 2-3 trucs. Mais voilà, et puis à finir en disant qu'elle a plus d'autorité que Marine Le Pen. Alors, on ne sait pas sur quoi elle a plus d'autorité que Marine Le Pen. Bon, elle tient une région, mais c'est tout. Enfin, je veux dire, c'est pas ça qui fait qu'elle a plus d'autorité que Marine Le Pen. Donc, c'est encore une fois, c'est de l'incantation. Mais c'est bien tenté. N'empêche, elle a un certain charisme. Ça, c'est un truc on peut pas lui retirer. Valérie Pécresse a un certain charisme, et elle parle bien, elle s'exprime bien. Ça change des communicants LREM et les ministres qui passent sur les médias et qui sont complètement à côté de la plaque. Je sais pas ce que t'en penses, mais elle fait un peu politicienne à l'ancienne, quoi. Ouais, mais on va dire que malgré tout, elle n'envoie pas du rêve, hein. C'est-à-dire que Oui. c'est vraiment qu'il y a une carence de. En fait, on en vient à dire, ouais, un tel est charismatique, un tel l'est aussi, mais c'est parce qu'on a tellement une carence de propositions au niveau des hommes et des femmes politiques que celui qui va sortir un peu plus du lot, on va avoir tendance à dire, ouais, il est charismatique, tu vois. Bon, Pécresse, voilà, elle a une jolie mise en pli, elle a une espèce de vague sur la tête. Bon, c'est sympa, mais malgré tout, ça va pas bien loin. Et puis bon, quand elle va te sortir des trucs du style, oui, voilà, moi je vais être plus ferme que Marine Le Pen. Arrêtez, arrêtez. Il y a un mouchoir de poche qui vous sépare idéologiquement de La République en marche. Puisque vous faites les grands seigneurs du style, voilà, on va taper sur l'islam, l'immigration, ça va être zéro, etc. Mhm. On va tout
c'est pas vrai. Arrêtez, les Républicains, c'est leur spécialité. On montre les dents, mais on ne mord pas. Voilà, donc c'est c'est vraiment le syndrome du parti. Je le sais bien, j'ai été 6 ans chez eux. Donc on voit bien qu'il y a le discours en public de on montre une certaine fermeté, mais derrière les actes, il y a rien du tout. Et le mandat de Sarkozy en a été la preuve ultime, quoi. Donc bon, Pécresse, voilà, en plus on a vu que, comme je t'ai dit tout à l'heure, à un moment donné, elle a hésité euh, au niveau politique, à savoir si elle allait plus ou moins rejoindre En Marche, parce qu'à un moment donné, c'était pas clair. Donc, hein, quand tu commences à succomber à ce chant des sirènes de La République En Marche, c'est que tu viens pas quand même d'une droite forte, conservatrice, avec des idées bien ancrées. Et puis, je rajouterai une chose, c'est que en soi, bon, la droite a échoué, d'accord, c'était la première fois qu'elle se trouvait pas au second tour. Mais on a quand même bien vu qu'il y a des personnalités politiques de droite qui n'ont pas de conviction, puisqu'il a fallu en gros quoi? D'un échec, bon, c'était 2 échecs d'affilée, puisqu'il y avait eu 2012 avant, mais il a fallu quoi? Que le bateau prenne l'eau pour que de suite, en fait, il se carapate. Donc tu te dis quoi? Quand ces gens-là vont arriver à des fonctions de pouvoir, qu'est-ce qui va se passer dès qu'ils vont rencontrer des crises, quoi? Alors il y en a qui pourraient dire non, mais c'est pas la même chose, mais si en soi. C'est-à-dire, c'est est-ce que tu fais partie de ceux qui vont garder une forme de loyauté et de fermeté, et qui vont dire bon, ben voilà, on connaît une crise, on va essayer d'aller de l'avant et on va affronter la bête, ou tu te dis on va quitter le navire comme des rats, quoi. Donc voilà, il y a 2 équipes. Bon, donc Pécresse, de toute façon, il ira pas bien loin et on va se retrouver dans une situation où, de toute façon, Xavier Bertrand veut y aller, puisqu'il a dit que qu'il est primaire ou pas, il ira, il se présentera. Mhm. Donc, on va se retrouver avec quoi, en fait? Il a été intelligent sur le coup, parce qu'il a fait un coup de poker à la Machiavel, c'est-à-dire qu'il a dit, c'est moi, c'est moi, vous me donnez l'étiquette, ou alors, en gros, je vais vous emmerder, puisque il y aura, en gros, notre gars des Républicains, plus moi, et vous savez que vous ne pourrez pas gagner. Donc, c'est pour ça qu'il l'a dit en avance, etc. Donc, ça a été un joli coup de poker, hein, pour lui. Mais attention, ce qu'il a oublié, c'est que chez les Républicains, ils ont un problème d'ego. Donc, il y a très bien Valérie Pécresse qui peut dire, ben moi aussi j'y vais, tant pis. Et en fait, on peut se retrouver avec une situation très comique où, en gros, on a Xavier Bertrand qui y va sans l'étiquette LR, Pécresse qui y va sans l'étiquette LR. Alors là, on se retrouve en fait avec un parti de droite qui a 2 candidats, mais qui en fait ne sont pas des candidats officiels. Alors là, je peux te dire, ça serait risible, quoi. En réalité, le seul candidat, il y a 2 candidats qui auraient pu être intéressants chez les Républicains. Attention à ce que je vais dire, c'est pas moi qui les valide. Personnellement, je ne me retrouve pas dans leur ligne idéologique, mais d'un point de vue stratégique, 2 candidats étaient intéressants. C'est Wauquiez, mais surtout François Barouin, parce que François Barouin, il a le charisme, il plaît aux femmes, on ne va pas mentir. Il a l'avantage d'avoir en gros l'association des maires de France qui peut, on va dire, lui donner une forme de dynamique. Ouais, il a un ancrage local, mais c'est pas suffisant, mais il a un charisme. Bon, c'est le truc qu'on peut pas lui retirer, évidemment. Il a du charisme. C'est pas le gros front de Bertrand, on va en parler juste après. Le gros front de Bertrand, évidemment. Et Alors, la vidéo, bah tiens, on en profite hein, pour montrer le gros front de Bertrand. Donc, pauvre Xavier Bertrand, qui, il y a encore, je crois, c'était il y a une semaine, 2 semaines, qui s'était retrouvé avec le hashtag Xavier Bertrand le prouteur, je crois, ou Bertrand le prouteur. Donc, très beau hashtag au passage. Je sais pas qui a eu cette idée, mais c'était énorme. Avec des mèmes et des trucs qui étaient totalement dingues. Donc, le type a pris cher quand même. Et il en rajoute, et il fait des petites vidéos maintenant. Donc, Xavier Bertrand fait son tour de France. Parce qu'évidemment, il est candidat, donc il faut qu'il se montre près du peuple. Et donc, il a pas trouvé meilleur moyen de se montrer près du peuple que de prendre un Wigo et de râler sur le fait que son Wigo était en retard et de dire que finalement, c'était de la faute de l'administration. Bon, vous n'avez pas totalement tort là-dessus, mais en plus, il a le son dégueulasse et un angle caméra qui laisse à désirer. Je pense que maintenant, je vais tourner les vidéos comme ça. Peut-être que je pourrais même être candidat au présidentiel, donc je vous laisse regarder. Puis le son est un peu dégueu, hein, je suis désolé, mais bon. Du matin, et quand on est monté dans le train, on nous a dit qu'on ne pouvait pas partir. Qu'il y avait un problème technique. Alors la première réaction, c'est de râler après la SNCF. Et puis en passant du temps sur le quai, j'ai pu discuter avec le conducteur de la rame, qui a expliqué le vrai problème. Et le vrai problème, c'est un problème d'organisation.
Et ça montre aussi une chose, c'est qu'une belle entreprise comme la SNCF, c'est pas les gens de terrain, c'est pas les gens qui conduisent, c'est pas les contrôleurs qui sont directement en cause. C'est bien souvent une organisation et toute une partie technocratique. Et ça montre que la seule façon, c'est de redonner vraiment des responsabilités au terrain, c'est de responsabiliser les gens, et puis c'est peut-être aussi de considérer que la priorité des priorités, c'est la sécurité bien sûr, mais c'est les usagers. Et l'expérience, la vidéo du matin, Voilà, alors en plus il fait des cuts sur sa vidéo, alors je sais pas si le cut est volontaire et si c'est Damien Rieu qui a cut, mais en tout cas il y a un petit cut un peu dégueu à la fin. Bon, alors évidemment, il joue le coup de la décentralisation, finalement, plus de responsabilités, les régions, tout ça. Mais en même temps, il te balance le mot sécurité. On sait pas d'où ça vient, mais bon, il faut qu'il montre qu'il est de droite quand même. Donc, pour montrer que t'es de droite maintenant en 2021, il faut dire sécurité. Si tu dis pas sécurité, t'es pas de droite. Mais si tu dis sécurité, là, c'est bon, normalement, t'as à cocher les mots-clés et puis t'en as deux, trois à rajouter et normalement, c'est bon. Alors, en profiter pour peut-être répondre aux questions. J'en profite, le doc, on nous sollicite. Est-ce que vous pensez qu'une primaire LR risque de se faire ou pas? Alors moi, je pense qu'il n'y aura pas de primaire LR. Moi, enfin, c'est mon avis. Je pense qu'il n'y aura pas de primaire LR. Je sais pas ce que t'en penses. Doc, moi, je pense que ça a bidé. Ils vont se dire non, parce que je vois pas l'utilité. Ils vont faire venir deux pélos. Donc, je pense pas. Je pense que juste, ils vont peut-être y aller dans leur coin. Peut-être il va y avoir une entente entre candidats. Mais je vois pas de primaire LR. Je sais pas ce que t'en penses, Doc. Non, je pense pas qu'il y aura de primaire. Après, je peux largement me tromper parce que les Républicains vivent dans le traumatisme donc de la primaire qui s'est soldée par l'échec qu'on a vu. Après, il faut pas mentir pourquoi les Républicains ont perdu les élections. C'est pas du fait de la primaire, c'est faux. C'est l'affaire Fillon et le canard enchaîné, etc. C'est tout. C'est pas une histoire de primaire. Donc, pour le coup, on peut pas jeter la pierre sur la primaire, en gros. Néanmoins, c'est vrai que la primaire a exacerbé plutôt des tensions énormes dans le parti. Moi, je me souviens, ce qui m'avait vraiment frappé, quand j'avais donc fait les primaires, etc., à quel point ça avait été en fait plus violent, les campagnes au niveau, en gros, des primaires entre les candidats, qu'une fois que Fillon, en gros, était dans l'arène pour la présidentielle. Et d'ailleurs, les pires, c'était les sarkozystes. Alors eux, c'était vraiment des chiens de la casse. Je suis honnête, hein. Les Voilà, donc Sarkozy sont toujours ceux qui prennent le plus à chaque fois qu'on parle des Républicains. C'est quand même assez amusant. ils sont complètement endoctrinés, quoi. C'est leur dieu Sarkozy. Et en plus, quand tu as vu ce qu'il a fait entre 2007 et 2012, bon, franchement, faut redescendre 2 minutes sur Terre, quoi. L'homme à la talonnette. Mais tout ça pour dire que, ouais, je pense qu'ils vivent dans un traumatisme qui est celui de la primaire, donc ils ne vont pas organiser de primaire. Là, j'ai vu qu'ils ont rencontré donc Xavier Bertrand, que le dialogue a été constructif, etc. Moi, voilà, je pense qu'ils vont faire pression sur les candidats pour qu'ils s'arrangent. Mais moi, je te dis, je me demande si on ne va pas se retrouver dans une situation où Bertrand va y aller, Pécresse va y aller, peut-être l'un des deux va avoir, on va dire, l'étiquette LR et l'autre va être désavoué, etc. Mais on va se retrouver, moi entre guillemets, je m'inquiète pour eux pour ça, c'est qu'on va se retrouver avec deux candidats LR à un moment donné. Et la possibilité qu'il n'y ait pas de primaire. C'est ma théorie, après je peux largement me tromper. On sait que la politique a cette caractéristique qui fait qu'il y a toujours des choses qui peuvent très vite basculer en très peu de temps. Donc, il ne faut jamais rien graver dans le marbre en politique. Mais voilà, toujours est-il que pour moi, là, on va vers deux candidats qui vont se présenter. Ou alors le Congrès des Républicains va trancher, va dire, bah, écoutez, voilà, c'est Bertrand, et puis c'est tout. Mais bon, de toute façon, ça va créer des frustrations parce que tu as bien vu, elle a quand même fait la démarche d'aller au Figaro. Elle a Ouais. fait donc, l'article, je suis candidate à la présidentielle. Donc, tu t'avances un peu quand même. Tu passes pour un demeuré si après tu n'y vas pas. Donc, pour moi, là, on va vers un problème parce qu'on a deux candidats qui ont annoncé à droite qu'ils voulaient aller à la présidentielle, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas dit oui, on veut rentrer dans une logique de primaire pour la course à la présidentielle. Non, c'est on Mhm. veut aller à la présidentielle. Donc là, moi je te dis, on va vers aussi bien deux candidats. Vraiment. Ouais, et surtout, le truc un peu dommage, c'est que du coup, enfin, il y a la question justement, la Victory, je suis désolé, je veux pas détruire ton pseudo, mais c'est vrai que tu as 2022 Zoz, je sais pas si t'as déjà vu ça, le doc, j'imagine que oui. Quel électorat de Xavier Bertrand et cette Pécresse sont vous? Alors moi, je pense que c'est le centre droit, l'aile droite de Macron, c'est-à-dire la branche juppéiste, peut-être la branche sarkozyste pour Bertrand.
mais le centre, ouais, du centre droit, quoi, quelque chose d'assez proche de l'électorat de Macron. Donc c'est pour ça justement que Macron craignait un petit peu le coup de Bertrand en Haute-France et qui voulait peut-être, je sais pas, flinguer un peu sa légitimité en envoyant Dupond-Moretti. J'imagine que c'était le but de la manœuvre, même si ça a été un gros fail. Je pense que c'était un peu le but du truc. Et il faut savoir que c'est abruti c'est Bertrand qui était LR. Pensez-vous qu'en cas de candidature Bertrand, une partie de l'appareil LR pourrait soutenir Zemmour? Si oui, dans quelle mesure? Alors l'appareil, je sais pas. Je sais pas. Des élus, probablement. Les militants, très certainement. L'appareil LR, encore une fois, il faut aussi se dire que on passe beaucoup au-dessus des appareils pour plein de trucs. Maintenant, la mode n'est plus au parti, mais au mouvement, hein, donc on a eu ça avec Macron. Donc on verra comment ça se passe, j'imagine, en cas de candidature Zemmour. Et pour le sondage, alors je crois que c'est Lestra qui a demandé qui a le plus de voix. Alors je crois que c'était Bertrand qui avait plus de chances d'aller au second tour que Pécresse. Donc je sais pas pour quelle raison, j'ai pas lu les résultats du sondage, mais je crois que c'était un sondage JDD qui s'est sorti je crois il y a une semaine, un truc comme ça. Le volume important de candidats à la présidentielle est-il une bonne chose pour Zemmour? Ouais, tiens, le doc, est-ce que le volume important de candidats à la présidentielle 2022 est une bonne chose pour Zemmour? S'il se présente, évidemment. C'est pas moi, quand il y a trop de volume, quand même, il y a une division des voix. Faut pas rêver. Donc, ça peut représenter un risque. Après, au niveau du volume de candidats, ça dépend du volume, on va dire, en général, non, parce que déjà à gauche, il va y en avoir très probablement une pléthore, que ce soit au niveau des Verts, donc le PS qui va sûrement quand même vouloir y aller, la France Insoumise, donc on va se retrouver, en plus on va se manger de nouveau le NPA, etc. Poutou peut-être qui va y retourner, etc. Donc en gros, on va avoir au moins 5-6 candidats de gauche. Donc, moi, je pense que oui, malgré tout, s'il y a une multiplication des candidats à droite, malgré tout, ça peut siphonner des voix. Ouais. Voilà. Après, la différence, c'est que quand on est dans une logique de présidentielle, il y a aussi donc les débats, il y a les meetings, et très vite, on se retrouve avec des dynamiques qui écrasent les autres. Donc, mais il faut faire vraiment des campagnes coup de poing dans ce cas-là. Ouais. Donc, ça peut être un risque, mais si tu as une vraie dynamique avec toi, tu peux enrayer cette problématique, à mon avis. Très bien. Est-ce que c'est pas une tactique pour délayer les votes un maximum au contraire? Comment ça, tu veux dire délayer les votes? Je comprends pas, Yuri Yaran, ta question. Quel serait le candidat le plus libéral? Bah, j'ai envie de dire, ça dépend. Libéral économiquement, libéral en termes de société, enfin, d'un point de vue des mœurs, je sais pas. Il y avait aussi ce type-là, le maire de Cannes, je crois, David Lisnard, avec lequel Zemmour a débattu, qui est qui est assez libéral, il me semble, qui était pas mal et qui voulait, enfin, qui avait l'air de tâter le terrain pour peut-être se présenter. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait des groupes de soutien, des trucs de jeunesse derrière Lisnard, donc je sais pas. Merci Jean pour avoir relayé, répondu. Je t'en prie. Je t'en prie. Il y aura peut-être des questions que j'ai skip, mais on va peut-être passer à un autre sujet. On a fait un peu le tour, peut-être, pour ce qui est des candidats Macron compatibles. Oui, tu veux dire? Pour finir sur la vidéo, parce qu'on n'a pas réagi à la vidéo, ouais, voilà, c'est risible, c'est-à-dire qu'on voit tout le long de son front, on voit il a profité d'un micro-événement pour se dire, bon, il a dû se dire, ça fait un moment qu'on m'a pas vu, Pécresse vient d'annoncer donc sa candidature, faut que je me montre un peu. Il a fait cette vidéo, vas-y que je te pousse à la gare de Lyon, là-bas, en plus il y a un chien qui aboie en fond, enfin il n'y a rien qui va. Puis le son est Bout en bout, dégueulasse, hein. le son est pas bon. C'est le front maçon. On voit que son front, on va dire, tout le long de la vidéo. Il y a Euh, quelqu'un qui a fait une très bonne blague dans le chat, j'en profite, hein, je te coupe, qui a demandé si c'était ça le Front républicain. Donc c'était pas mal, c'était pas mal. voilà, il dit des banalités sans nom. Alors, et en plus, on voit qu'il veut jouer un côté un peu populiste. C'est-à-dire, oui, j'ai parlé au chauffeur du train en mode cœur sur la main, tu sais, comme si c'était un Ouais. exploit d'aller parler à un cheminot, quoi, comme si il faisait sa BA du siècle.
Donc voilà, il n'y a rien qui va de bout en bout. Et de toute façon, on l'a bien vu avec le hashtag Xavier Bertrand le prouteur, c'est-à-dire qu'il n'intéresse pas grand monde, il n'intéresse pas une certaine jeunesse de droite qui quand même est très présente, même si on a tendance à dire que la jeunesse est plutôt de gauche, etc. Mais il ne fait pas rêver. Enfin, il y a rien qui va. Et s'il commence sa campagne comme ça, mais qu'est-ce que ça va être au niveau de la com, qu'est-ce que ça va être? Et puis il faut des équipes aussi derrière. Il faut des appuis, il faut des jeunes, il faut des gens qui aient de l'idée. Et quand tu vois que personne ne lui a dit dans son équipe proche, ouais, Xavier, ta vidéo, elle est minable, ça laisse présager le pire quoi, pour la suite. Donc, euh, attendons de voir. Mais à mon avis, ça sera la première d'une longue série de couacs, hein, cette vidéo, hein, je pense. Oui, oui, je pense qu'il va y avoir pas mal de démarches un peu nasses comme ça, entre guillemets «populistes». Puis comme j'ai dit, il a balancé le mot sécurité, on sait même pas d'où ça venait, le mec l'a balancé comme ça. Donc voilà, pour montrer qu'il était de droite. Je voulais dire quelque chose, mais j'ai oublié. J'ai perdu le fil, c'est pas grave, c'est pas dramatique. Tu Du voulais coup faire, comment? tu voulais faire un autre sujet Ouais, ouais, avant. je voulais passer à un autre sujet, mais j'avais un truc à dire sur ce truc. Mais bon, ça me reviendra peut-être, hein, un jour. Donc ensuite, le prochain sujet, alors j'ai noté, hein, je suis un petit peu le fil. Donc voilà, on va parler de la maladie du pangolin. On va parler de la maladie dont personne ne veut parler, qui commence par un C. Et pourtant, toujours d'actualité, hein, avec ce fameux variant Delta, évidemment, qui, qui provoque un peu la panique dans les gouvernements, un peu dans le monde entier. Donc on va prendre cet article du Figaro. Donc il me semble que c'est évoqué. Si je me plante pas, il doit y avoir une page. C'était page 2. Est-ce que je l'ai raté? Est-ce que je l'ai raté? Alors j'ai vu un truc sur voilà, les Jeux Olympiques. Alors évidemment, je crois qu'il y a eu déjà des cas de coronavirus aux Jeux Olympiques. Même s'ils ont créé un peu la protection maximale, mais ça n'a pas fonctionné apparemment. Donc je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé. Et on peut en profiter. Alors je sais pas si c'est dans ce Figaro-là, je suis navré, je revérifie un petit coup. Alors ça c'est débat électrique. Mais voilà. Mais du coup, tu penses quoi un peu du coronavirus et de cette histoire autour du variant Delta? Le temps que je trouve l'article. Vas-y, Doc. Moi, je pense qu'on est rentré dans la boucle, quoi. C'est-à-dire que c'est le jour sans fin. Je sais pas si tu l'as vu, Ouais, ce Groundhog film, Day avec Bill ça Murray. Un s'appelle très Le bon jour de la... film. C'est-à-dire que c'est en fait les Français et le monde entier, on est bloqué dans le jour de la marmotte, quoi. Tous les C'est jours, ça. on se lève, on vit la même, on entend les mêmes trucs et aujourd'hui c'est le variant Delta, demain ce sera le variant Delta plane. Il y aura toujours un truc de toute façon. Ce qui est inquiétant en fait, c'est que le problème, c'est que pour moi, avec cette histoire de passe sanitaire, le gouvernement, bon, déjà, a fait une mesure liberticide, on va pas mentir, Mhm, que de nombreux pays à travers la planète, qui pourtant, on a l'habitude de les pointer du doigt comme étant des régimes très forts, très liberticides, du style la Russie ou la Chine, même eux, on dit que c'était trop. Donc, il faut quand même se poser les bonnes questions à un moment donné quand la Chine, au pays des droits de l'homme, on commence à te dire que c'est anormal que tu fasses un pass sanitaire. Donc, c'est une mesure liberticide qui va de toute façon fracturer la société française, qui va créer encore plus de divisions, alors que déjà, il y a une atomisation de la société française, qui de plus va provoquer des drames économiques. On le voit avec les cinémas qui enregistrent une chute complètement ahurissante donc, du nombre de places vendues. mhm. Pareil pour les salles de sport qui sont délaissées. En fait, tout le monde va être perdant. Les restaurateurs ne voudront pas contrôler. Certains vont tomber pour l'exemple. Donc vraiment, c'était la pire idée du siècle, le pass sanitaire. Donc, et c'est une mesure inquiétante qui va ouvrir la porte à d'autres choses. Et ça, c'est problématique. Donc ça, c'est un fait. Le problème, c'est que le gouvernement a fait un choix qui est pour moi très dangereux, qui est on dit aux Français, voilà, écoutez, vous voulez retrouver la vie d'avant, la fameuse vie d'avant, vous devez vous faire vacciner. Ouais. Ouais, c'est Et ça le discours qui est insupportable, ouais. donc le français, qu'est-ce qu'il se dit? Qui est tenu par les baloches, excuse-moi de l'expression. Pourquoi? Parce qu'on lui dit quoi? Oui, mais t'es pas obligé, mais tu vas pas aller au restaurant, tu peux pas faire de loisirs, tu peux pas aller au cinéma, tu peux pas te déplacer d'un point A à un point B, donc la libre circulation, c'est minable.
on va voir pour l'enseignement parce que j'ai des amis qui sont en fac, qui commencent à recevoir des mails dans lesquels on leur dit, bon, écoutez, faut vraiment vous faire vacciner, c'est très important. Ils vont très probablement étendre le pass sanitaire pour les universités. Mhm. Donc, voilà, si tu n'es pas vacciné, tu seras mis au banc de la société. Donc, on ne peut pas légitimer ça. D'autant plus que de nombreux médecins ont déjà expliqué que plus tu incitais les gens et les obligeais à se vacciner, plus il y avait un effet, on va dire, contradictoire qui poussait les gens à ne pas se faire vacciner. Donc c'est pire que mieux. Il y a une défiance en plus qui va grandir sur le vaccin, qui va être complètement disproportionnée. Et là où c'est inquiétant, c'est que voilà, ils ont fait un pari. C'est-à-dire, ils ont dit, voilà, écoutez, le contrat, vous vous faites vacciner et vous retrouvez la vie d'avant. Donc les Français, qu'est-ce qu'ils se disent? Bon, ben, on va se faire vacciner. Le problème, c'est qu'on va se retrouver donc avec beaucoup de Français vaccinés première et deuxième dose. Et là, le Français, dans sa tête, qu'est-ce qu'il se dit? Celui qui a le pass sanitaire. Bon, moi, je suis vacciné. Donc, c'est-à-dire que pour moi, je peux aller au restaurant, etc. Et il Mhm. n'y a plus de possibilité pardon, de confinement. Pourquoi? Parce qu'on m'a dit que je retrouverai ma vie d'avant si je me vaccine. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va se retrouver avec une nouvelle vague qui va arriver vers septembre, octobre, avec le variant gamma, machin, Hulk, ils vont trouver un nom ahurissant parce qu'en plus, il ne faut pas faire de ségrégation. Donc, on ne peut plus dire que le virus, c'est le virus chinois, puisque j'ai même vu que les Chinois là, avaient dit à l'OMS, bon, arrêtez votre enquête, vous commencez à nous saouler. Donc, voilà, ça montre bien que là aussi, c'est pas très clair à ce niveau-là. Mhm. Mais utile, c'est que voilà, et on va se retrouver dans une situation où le gouvernement va arriver en septembre-octobre, va dire, bon, il faut de nouveau un peu confiner, faut de nouveau des restrictions, faut de nouveau mettre le masque, faire ça, ça, ça et ça. Et on va se retrouver dans une situation où le Français est patient, mais il va dire non, moi j'accepte plus. Parce que le contrat était signé, vous nous avez promis le fameux retour à la vie d'avant, on l'a pas, ça va mal se passer. Et là, pour moi, Macron euh, joue un jeu très dangereux et il va se brûler. Il joue avec le feu, il va se brûler. Bah, c'est sûr que forcément ça pose problème et c'est vrai que ce discours de, si vous voulez retrouver votre vie d'avant, il y a ce côté un petit peu, comment dire? Bon, au-delà du côté culpabilisant finalement, si ta vie est pourrie, c'est parce que tu veux pas te faire vacciner, c'est pas parce qu'il y a un vaccin qui enfin, c'est pas parce qu'il y a un virus qui est arrivé et qui, pose des problèmes, de santé publique. Non, c'est uniquement parce que tu ne veux pas te faire vacciner. Donc ça, c'est assez dégueulasse comme discours. Mais c'est vrai que évidemment l'idée de faire, ça c'est un truc qu'on a vu avec Benjamin Cauchy lors de notre dernière conférence retrouvable sur YouTube au passage, le YouTube de Génération Zemmour, eh bien on a parlé de ça, de faire des Français à deux vitesses, des Français de seconde zone, et de créer, moi je sais que dans le cinéma à côté de chez moi, j'ai voulu aller regarder Camelot, hein, d'ailleurs au passage, faudra aller le voir, j'irai le voir lundi. J'ai voulu aller voir Camelot et je regardais, il y avait c'était assez surréaliste, il y avait comment dire, des trucs, des horaires pour vacciner et des horaires pour non vaccinés. Donc c'est-à-dire tu dois aller, il y a des sessions pour vacciner. Il y a peut-être des places dans le bus bientôt pour les vaccinés et non vaccinés. C'est un peu caricatural, mais en tout cas, c'est assez flippant comme situation. Ouais, c'est une situation qui me fout un peu dans l'anxiété. Il est excellent Kaamelott. Ah, j'ai pas eu beaucoup de retours, je t'avoue, j'ai évité tous les retours maître M, mais je sais qu'apparemment il est pas trop mauvais. Donc j'ai hâte d'aller le voir, j'y vais bah, demain. J'y vais demain. Donc là, il y a un article du Parisien, du coup, qui revient sur la mobilisation contre le pass sanitaire. Donc la mobilisation contre le pass sanitaire s'étend. Des rassemblements ont eu lieu dans 160 villes. À Paris, des milliers de personnes se sont réunies dans le calme, place du Trocadéro. C'est bien, il précise dans le calme, ce qui est relativement honnête, parce qu'il me semble que ça a été vraiment dans le calme. Mais des incidents ont émaillé deux autres cortèges. Après, évidemment, dans les manifestations, il y a toujours deux, trois incidents, il y a toujours deux, trois mecs qui viennent un peu pour faire les cons et qui jettent deux, trois cailloux sur les flics. C'est toujours comme ça, dans les manifs de droite, comme dans les manifs de gauche, comme dans les manifs tout simplement populistes. Donc là, ils ont mis des milliers de personnes à Paris. Parce que je sais que BFM s'est un peu fait lyncher sur Twitter hier, parce qu'ils avaient dit des centaines, je crois, de personnes, et du coup on a dit, ils exagèrent un petit peu. Euh, donc voilà, donc il avait promis une manifestation historique. Est-ce qu'on a un nombre? Plus de 160 000 contestataires comptabilisés par les autorités, soit près de 50 000 de plus
que lors du week-end précédent, enfin du précédent week-end. Donc ce qui est pas mal, parce que là, du coup, on voyait une mobilisation qui, bon, c'est vrai que dans les premières semaines, peut-être les Gilets jaunes, parce que je crois qu'ils font la comparaison. Non, c'est le Figaro, je crois, qui faisait la comparaison avec les Gilets jaunes. Euh, et bah, dans les premières semaines, il y avait un petit peu de, évidemment, ça montait, mais là, ça monte quand même considérablement à 50 000 personnes de plus qui ont adhéré à l'idée de manifester, ce qui est quand même pas mal, parce qu'en général, les gens sont vite découragés, et ça peut poser problème. D'ailleurs, il y avait des membres de Génération Z qui étaient parmi les manifestants à Paris, qui ont pris de très jolies photos, que je vous invite à aller voir sur le Twitter. Je regarde un petit peu les messages du chat. Si tu veux parler un petit peu de comment dire, le fait que le nombre, tu penses quoi, 160 000 contestataires à Paris, donc je sais pas si c'est que à Paris ça. Je pense Nanana. que Ah ça non, va. attends. Des rassemblements. Je sais pas si c'est soit près de 50 000 de plus. Bon, je sais pas. En tout cas, 160 000. T'en penses quoi du coup? Moi, je pense que ça va augmenter. Pourquoi? Parce que là, pour l'instant, il n'y a même pas la pratique. Enfin, il y a la Mhm, pratique pour certains événements. Déjà, ce qui était profondément important, c'est qu'ils ont commencé à le mettre en place pour certains événements avant même que la loi ne passe. mhm, Ce qui est grave dans un état de droit ou dans un état qui se veut état de droit, en fait. C'est profondément grave. Et anticonstitutionnel aussi au passage. Donc, mais on n'est pas à ça près de toute façon. Moi, je pense qu'il va y en avoir plus parce qu'on va se retrouver en août avec la pratique. C'est-à-dire que là, pour l'instant, ça a été mis en place, etc. mhm. Mais à partir du 1er août, là, vraiment, ça va être généralisé. Ça va être généralisé pour les déplacements, les gens vont être en vacances, donc ils vont malgré tout pas annuler leurs vacances. Enfin, certains ont dû le faire parce que de toute façon, ils devaient partir en train, etc. Ça ne sera pas possible, donc à partir de là, fini. Donc, on va se retrouver avec la pratique, c'est-à-dire du pass sanitaire, où des gens vont connaître cette situation, ou tenter d'aller au restaurant, et on va leur expliquer non, vous pouvez pas, et ça va saouler tout le monde, et ça va créer des tensions pas possibles. Ça va faire qu'en plus les Français vont passer un été pourri. Ouais, ouais. Tu vois, le prince Macron, dans un geste magnanime, merci maître, aurait pu mettre ça le 1er septembre, je sais pas, moi je pose l'idée. Tant qu'à faire, à être dans un état liberticide, au moins soyez sympa, laissez les vacances aux Français qui ont passé 5 années misérables entre des attentats islamiques, les gilets jaunes et maintenant donc le Covid, laissez-leur le mois d'août. Laissez-leur le mois d'août au moins ça, même pas. Donc on voit il y a en plus une forme de mépris. De toute façon, il faut bien comprendre que la République en marche est pour moi le premier gouvernement qui vraiment est dans une position profondément antagoniste avec le peuple français. C'est-à-dire qu'on n'a jamais retrouvé ça même sous Hollande, même sous Sarkozy, même sous Chirac. C'est-à-dire que là, vraiment, avec Macron, on a passé un cap. On a passé vraiment le cap du gouvernement qui te méprise. Et pour moi, en fait, ça va mal finir cette histoire. Je ne dis pas que je souhaite que ça va mal finir, attention, mais pour moi, on va vers des grosses problématiques. En plus, on arrive sur des années d'élections, donc on sait que la France est un pays ultra politique. Donc, il va y avoir du sport, hein, je pense. Et là, pour moi, la contestation va augmenter parce que bon, ça va peut-être un petit peu se tasser dans l'été même, mais alors à partir là de septembre, etc., je pense que ça va pas arrêter. Je me demande même si le gouvernement va pas finir par rétro-pédaler sur Bah, sur le c'est passé. déjà plus ou moins ce qui a l'air d'être sous-entendu. Enfin, je vois quelques trucs un peu contradictoires, mais je vois qu'apparemment Véran, il y a quelques trucs qu'il voudrait pas forcément mettre en place. Donc, mais en même temps, il dit je ne lâcherai rien, donc on verra. Moi, je pense personnellement, mais j'ai déjà donné mon avis lors de l'entretien avec Benjamin Cauchy, que c'est pas forcément un truc qui va se concrétiser. En tout cas, ça va se concrétiser maintenant. Il va y avoir des formes, des choses qui vont se faire, mais ça va pas aller plus loin. Je pense que ça va vite se tasser cette histoire, mais par contre, voilà. Comme je disais, il y a la volonté de diviser la droite et faire en sorte comment dire, de recréer un clivage au sein de la droite, parce qu'il a senti qu'il y avait une dynamique qui se crée, que ce soit derrière une potentielle candidature de Zemmour, ou juste simplement le camp de la droite, qui s'est mis d'accord sur pas mal de sujets, puisque ces 5 dernières années, évidemment, nous ont montré qu'il y avait des priorités, il y avait des enjeux, que ce soit sécuritaire, d'identité ou autre, et là, on est vraiment parti sur un espèce de nouveau clivage qui est un peu craignos.
Alors je vais lire un petit peu les messages, ensuite on passera au sujet. Donc il semblerait pourtant qu'une grande majorité des Français soient pour le pass sanitaire, Maître M. Alors attention, faut voir un petit peu ce qu'il y a derrière ce truc-là. Il y a beaucoup de gens qui sont, par exemple, qui étaient pour le confinement, ce que quelque chose, une mesure qu'on peut comprendre, mais qui sont pour, comment dire, une mesure globale, c'est-à-dire le pass sanitaire peut-être, mais il y a aussi d'autres mesures à prendre et qui ne sont pas forcément prises. Typiquement, un truc qu'on scande depuis le début et qui a été repris notamment par Eric Zemmour, qui est la fermeture des frontières. Les frontières sont toujours open bar, tu peux toujours faire tout ce que tu veux, n'importe qui peut rentrer, passe sanitaire, pas passe sanitaire, on s'en fout, le mec peut rentrer. Donc voilà. Yurian, est-ce que c'est pas encore une tactique à la Macron annoncer des mesures énormes dans le but de rétropédaler pour faire croire qu'il lâche du lest? Alors ça peut être aussi ça, évidemment. Je pense que ça peut être un truc. Moi je pense que c'est uniquement à but politique pour cliver. Mais enfin cliver au sein de la droite. Mais je pense que c'est mon avis, c'est tout. Et n'ont pas compté le nombre de le rassemblement du Trocadéro comme manifestation car c'était un rassemblement statique. Ah oui, vraiment, je savais pas du tout que parce que c'est un rassemblement statique, ils le comptabilisaient pas. C'est étonnant. C'est étonnant parce que là, il semblait parler du Trocadéro, non? Je sais pas s'ils l'ont mentionné quand même. Place du Trocadéro. Donc je sais pas, peut-être qu'ils donnent pas les chiffres du Trocadéro, écoute, c'est possible. Enfin, bon, du coup, ce pass sanitaire, c'est craignos. En tout cas, il y a un très bel, il y a un très bel article. Bon, c'est moi qui l'ai signé, mais bon, voilà, sur Génération Zemmour. N'hésitez pas à le regarder. Je fais un petit parallèle avec finalement avec le Léviathan et sur la chose pour montrer le contrat entre l'État et le citoyen et le fait qu'il y a aujourd'hui une rupture puisque on promet des choses et on n'offre pas de sécurité. Bon, ensuite, on va passer à un truc écolo. Donc, on va passer à l'écologie. Donc, un article de Front Populaire. Puisque, comme on en parlait tout à l'heure, Doc, il y a en ce moment, en tout cas, c'était quand il y a quelques jours, je t'avoue, j'ai à peine suivi cette histoire. Il y a eu des inondations. Enfin, en tout cas, c'est ça, c'est des inondations qui ont touché, je crois, la Belgique et ça, mais beaucoup l'Allemagne. C'est l'Allemagne qui a été principalement touchée. Et donc, que propose Angela Merkel? C'est évidemment de lutter contre le réchauffement climatique. Parce que même si il n'y a pas forcément de consensus, comme tu disais, sur le réchauffement climatique, enfin en tout cas sur l'impact du réchauffement climatique sur ce qui s'est passé en Allemagne, évidemment, il faut servir sa soupe. Et le but, c'est de montrer un petit peu ton idéologie. Donc, elle va commencer à parler de réchauffement climatique, évidemment sans nucléaire, puisque le charbon pour le réchauffement climatique, c'est bien connu, c'est la meilleure des solutions. Ton avis, Doc, là-dessus? Bon, alors bon, déjà, c'est terrible pour les familles qui ont perdu des membres enfin pour les familles qui ont perdu des membres, des pères, des mères, etc. dans ces, 191 morts et des centaines de personnes disparues. Et bon, c'est un côté très traumatisant, hein, c'est-à-dire que ça prévient pas, hein, ça prévient pas, c'est un raz-de-marée, donc c'est des morts sales, donc c'est terrible. Euh, pour en revenir oui, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a des scientifiques de tous bords qui se sont penchés sur la question de savoir si cet épisode était dû au réchauffement climatique ou pas, ou si c'était, on va dire, un épisode comme il peut y en avoir d'autres. D'ailleurs, il y a une célèbre photo qui a circulé, justement, en fait, je crois que c'est dans un village allemand où en fait il y a un mur avec les dates des inondations ultérieures. Il y a des inondations qui dataient du 19e siècle et qui étaient beaucoup plus hautes, en gros, que celles qu'ils ont connues. Donc bon, on voit que c'est des phénomènes qui, malgré tout, arrivent, sont certes traumatisants, sont certes extrêmement violents et qui ne préviennent pas, mais qui ne sont pas non plus inconnus, quoi. Bon, donc j'ai vu qu'il y avait des débats sur savoir si, oui, est-ce que c'était suite au réchauffement climatique ou non. Bon, on voit que de toute façon, pour les médias, ça a été vite tranché, c'est le réchauffement climatique de facto. Bon, après, c'est peut-être le cas. Je ne suis pas un expert sur ces questions-là, donc j'irai jamais me prononcer définitivement en mode oui, c'est dû ou c'est pas dû. Bon, Mhm. toujours est-il que c'est ce qu'on voit, c'est que donc il y a une récupération politique qui est paradoxal, puisque Angela Merkel te dit quoi? Te dit oui, donc voilà, vous avez vu ce qui s'est passé, c'est du fait du réchauffement climatique, il faut donc stopper le nucléaire.
Mais forcément, si tu stoppes le nucléaire, qu'est-ce qui se passe? Donc tu te retrouves avec une carence en énergie. Et donc, qu'est-ce que tu vas devoir faire pour trouver cette carence, sachant que les parcs éoliens, etc., n'arrivent pas à combler ce déficit? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais tourner des centrales à charbon. Sauf que pas besoin d'être diplômé d'Harvard ou d'être un expert sur le climat pour savoir que pour le coup, le charbon pollue à balle. La Chine, ils Ouais, pourront en parler aisément. Donc, je me pose quand même cette question. Pourquoi? Parce que c'est de l'ordre en fait d'une logique implacable. C'est presque des mathématiques en fait. C'est aussi simple que ça. Le nucléaire permet d'avoir une énergie à la fois importante sans avoir trop d'impact sur en gros l'environnement. Fermer donc des centrales va créer un déficit énergétique, déficit qu'on ne peut pas combler via les éoliennes, etc. Donc, il faudrait ouvrir des centrales à charbon qui, de toute façon, polluent plus que le nucléaire. À un moment donné, comment politiquement et même de manière sémantique, on peut légitimer un discours comme ça qui est juste complètement paradoxal et de l'ordre de l'illogisme. Je ne comprends pas. C'est-à-dire vraiment, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas des gens dans le gouvernement allemand, mais bon, on voit bien qu'il y a une idéologie derrière. Et ça montre bien qu'au final, la question de l'environnement, ils ne la comprennent pas et il la politise surtout, mhm. il y inocule de l'idéologie dedans. Et en fait, c'est complètement paradoxal. C'est-à-dire que le nucléaire, il y a même des hommes comme Yann Arthus Bertrand qu'on ne peut pas pointer du doigt comme étant quand même des individus qui sont pro-nucléaires, on fait tourner les centrales à fond, qui a lui-même dit, la dernière fois, il y a peu, qu'il n'y aura jamais de transition écologique pérenne si on ferme toutes les centrales nucléaires et qu'on part du principe que le nucléaire, c'est le démon, etc. Donc, de toute façon, ils ne pourront pas le faire, ça. Ils ne pourront pas fermer les centrales comme ils veulent, parce qu'à un moment donné, le réel, il tapera à la porte, il leur dira ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas avoir l'argent du beurre et le beurre et tu connais la suite de la comptine, quoi. Et le Donc à un cul de la moment donné, crémière. ils pourront pas tout cumuler. Voilà, en gros, voilà. Donc ils pourront pas tout cumuler et pour moi, ils vont droit dans un mur. De toute façon, ils pourront pas le légitimer longtemps, quoi. La France n'a pas de centrale à charbon, n'a pas une culture du charbon. On voit qu'en France, il commence à se développer depuis quelques années un véritable discours anti-nucléaire ou très sceptique sur le nucléaire. Ça prend moins qu'à l'étranger, mais il faut lutter vraiment contre cette idéologie parce qu'on voit d'ailleurs, comme je t'ai dit tout à l'heure, que c'est plus politique et idéologique qu'autre chose. C'est-à-dire que là, l'écologie, en fait, c'est bien loin. Et donc, ça ne marchera pas. Je ne pense pas qu'en France, ça prendra de l'ampleur comme ça a pris de l'ampleur à l'étranger. Je ne En tout cas, pense pas. on l'espère, parce que évidemment, comme tu sais, en France, on est plutôt bon dans le nucléaire. C'est même ce qui a fait un peu notre renommée. On est connu aussi pour le nucléaire, pour avoir une bonne industrie. On avait des bons cadres, c'est comme ça que ça fonctionnait. Et là, je viens de voir des propos alors, de Corsinu qui sont très intéressants. Du coup, c'était un truc sur lequel je voulais m'appuyer, donc j'en profite, Corsinu. Visiblement, c'était pour faire plaisir aux écolos afin de faire une coalition avec eux. Alors ça, c'est sûr. On sait que du coup, Angela Merkel, enfin, je veux dire pas elle personnellement, mais en tout cas, on sait qu'il y a maintenant cette espèce de clivage et finalement les écolos ont un peu pris comment dire, l'ascendant politiquement. C'était Alain Juillet ou Pierre Connaissac qui avait dit en interview que le charbon venait par bateau des USA. Alors évidemment, parce que tu disais, il y a l'idéologie et tout ça, mais pas uniquement, il y a aussi l'américanisme et le fait qu'il y ait un espèce de lobbying éolien qui fait que c'est complètement dingue en fait, hein. Je veux dire, ils savent très bien, on sait très bien aujourd'hui que le nucléaire, pour le réchauffement climatique, c'est ce qu'il y a de mieux. Enfin, en tout cas, pour éviter le réchauffement climatique, c'est ce qu'il y a de mieux. Ils savent très bien qu'en foutant du charbon partout, voilà, ça va fonctionner comme ça. Mais ce qu'ils voulaient de base, je pense, et de toute façon, c'est une thèse qui a déjà été avancé par Éric Zemmour lors d'un Face à l'info, c'est le but de l'Allemagne, c'est de flinguer notre industrie nucléaire. Donc évidemment, il s'immisce un petit peu dans
dans notre politique, et il y a ce lobbying éolien qui est lancé pour faire en sorte qu'on déleste totalement, qu'on ferme Fessenheim, qu'on déleste totalement notre industrie nucléaire, où on était des pionniers et on avait des véritables spécialistes, on a une fuite des intelligences. C'est ce qu'avait expliqué aussi Eric Zemmour, c'est que du coup maintenant on n'est même plus foutu de construire une centrale parce que on n'a plus de cadre, puisqu'à partir du moment que tu commences à dire le nucléaire c'est nul, c'est fini, plus personne ne va faire ça, qui a envie de se dire tiens, je vais aller me lancer dans le nucléaire, tu vois, je veux dire, ça n'a aucun sens. Pour revenir du coup un peu au cas de l'Allemagne, du coup il y a toute cette histoire, donc cet article, excellent article de Front Populaire, les émissions de CO2 à l'Allemagne sont parmi les plus élevées du monde. L'Allemagne peut en effet déplorer les effets du changement climatique. Elle en a le droit. D'autant plus qu'elle en est l'un des plus éminents responsables à 2 titres. Tout d'abord, ses émissions de CO2 sont parmi les plus élevées au monde, d'après le rapport Statistical Review of World Energy 2020, je devrais dire ça, hein, pour être en bon anglophone, de l'entreprise énergétique BP. L'Allemagne figure à la 6e place des pays qui émettent le plus de CO2 dans le monde, et elle est largement en tête en Europe, où elle concentre plus d'un quart des émissions de CO2, ce qui est énorme. Dimitri Pavlenko avait fait un très beau graphique, je me rappelle, d'en face à l'info. Ceci s'explique par la part significative du charbon, évidemment, dans le mix énergétique allemand, puisque l'éolien, fonctionnant par intermittence, on est obligé de compenser, parce que sinon on se retrouve à l'âge de pierre, et ils seraient tous en train de fonctionner avec du feu pour allumer les bougies. En 2020, 24,8% de son énergie provenait du lignite, je le prononce bien, lignite, parce que je ne le connais pas du tout, charbon particulièrement émetteur de CO2. Donc en plus, quand ils prennent du charbon, ils prennent le plus dégueu, hein, parce que sinon, je veux dire, faut pas faire les choses à moitié, quitte à dégueulasser comme il faut, on le fait totalement. Bien qu'ayant diminué de moitié en 30 ans, la part de cette énergie reste élevée car elle doit supporter la baisse du nucléaire allemand, dont la fin est programmée en 2022. Voilà, donc le nucléaire allemand, c'est fini. Basta, bisous. Et encore, si cette position antinucléaire ne concernait que l'Allemagne, 3 petits points, mais le pays le plus puissant d'Europe cherche à l'abolir de l'Europe, avec en filigrane la volonté de priver la France de sa principale force industrielle, donc c'est ce que je disais juste avant, que son voisin germanique n'a pas encore détruite. L'Allemagne pèse de tout son poids dans la balance pour exclure le nucléaire de la taxonomie de la finance durable désirée par l'UE, le futur label vert européen. Si elle y parvient, la filière du nucléaire pourrait avoir du mal à s'en remettre. Donc voilà, c'est ce que je disais, le but étant d'affaiblir le nucléaire français. Surtout que la consommation continue électrique va augmenter, vu l'électrification massive des modes de transport, etc. Évidemment, il y a plein de problèmes qui se posent et ça va de pair, et voilà. Arthur Josso, tu dis surtout qu'il y a pas mal de recherches sur le nucléaire, il y a de nouvelles versions qui produisent moins de déchets et qui sont moins risquées. Oui, alors il y a un nom, comment ça s'appelle? C'est Athéna? Non, je sais plus. Il y a un projet comme ça, un truc qui fait qu'on a trouvé plus ou moins un moyen de se débarrasser des déchets, ou en tout cas d'en faire quelque chose et de pas juste les foutre, de les foutre sous terre ou de les envoyer dans l'espace. Donc je sais plus c'est quoi le nom du truc, mais il y a un programme comme ça, et je sais pas, en tout cas le développement a l'air d'aller pas trop mal. Donc ça c'était pour la partie un peu écolo. Alors on peut rester un peu dans l'écologie, puisque j'ai trouvé un article très sympa de Valeurs Actuelles, qu'il faut que je retrouve. Est-ce que j'ai le lien? Est-ce que j'ai le bon lien? Je crois que j'ai le bon lien. Attendez. Euh, un article sur des écolos qui ne veulent pas construire un Puy du Fou provençal, je crois, un Puy du Fou local, pour préserver les chauves-souris. Alors évidemment, les chauves-souris sont nos amis. Et on fera directement un écho à un article ensuite de Libération qui est très très drôle, très drôle, voilà, qui est assez sympa, sur les chauves-souris. Donc pour préserver les chauves-souris, les écologistes ne veulent pas du Puy du Fou provençal. Donc ça fait partie, évidemment, bon, le Puy du Fou, vous avez connu, enfin vous connaissez un petit peu la démarche maintenant. Le Puy du Fou c'est de Villiers, le Puy du Fou c'est Facho, hein, d'accord, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc évidemment toute initiative possible, j'imagine qu'il y a probablement un enjeu derrière pour les chauves-souris, hein, je ne prends pas ça totalement au ridicule, je ne tombe pas ça au ridicule totalement, je veux dire, mais
on sait bien que les écolos ont une petite réticence à tout ce qui rappelle un peu, je dirais la France ou je sais pas, le Tour de France, on avait ça, il y avait quoi d'autre? Il y a le sapin de Noël, les arbres morts, ça les emmerde un peu. Et puis évidemment, bah, le Puy du Fou, c'est facho. L'histoire de France, c'est facho, ne l'oubliez jamais. Ils défendent ceux qui veulent quand ça les a. Ah, j'aurais pas dû dire ça. Les chauves-souris contre le repli identitaire. Voilà, c'est les sauveurs. Donc je sais pas ce que t'en penses. Alors des chauves-souris et des écolos d'Europe Écologie Les Verts. Je pense que c'est Europe Écologie Les Verts. Bon, en tout cas, ça doit être un truc affilié. T'en penses quoi, Doc? C'est ce que Douglas Murray a appelé le syndrome du chevalier Saint-Georges à la retraite. C'est-à-dire que c'est des individus qui se lancent dans des combats politiques pour tout et n'importe quoi. Là, c'est les chauves-souris aujourd'hui. J'ai vu que la dernière fois, ils s'étaient attaqués à un parc qui proposait des tours de poney, je sais plus où, enfin. Bon, on voit que de toute façon, il se développe depuis quelques années euh, toute cette branche écolo. C'est quoi? C'est les antispécistes qu'on appelle, il me semble, Ouais, ouais, qui les sont antispécistes, ouais. avec des mecs comme Émeric Caron, tout ça, qui va te dire que Faut faut pas défendre les qu'utiliser. moustiques. Voilà, qui défend les moustiques. Bon, faut pas oublier que les moustiques aussi, ça trimballe des maladies. Il commence d'ailleurs à en avoir de plus en plus en France, des Mm. maladies tropicales donc, qui sont inoculées donc, par des moustiques. Donc non, tous les moustiques ne sont pas nos amis. Mais oui, donc voilà, on voit bien que de toute façon, voilà, on est arrivé à une ère où des extrêmes, sur tout et n'importe quoi. Donc, il y a des gens qui se lancent pour exister dans des combats politiques qui n'ont ni queue ni tête. Je pense que les gens aussi, en fait, se font chier, mais vraiment, c'est-à-dire que ils en arrivent à un point dans leur vie où ils vivent tellement dans une forme de, comment on va dire, de luxe, de jouissance du fait que voilà, on vit dans un pays en paix depuis 70 ans, plus de 70 ans même, qu'on a des infrastructures, on peut se faire livrer à manger directement, on a le chauffage, etc. Mhm. Voilà, les gens manquent de sens dans leur vie, donc pour trouver du sens, il faut forcément trouver un combat, en quelque sorte. Et donc, des fois, ces combats, ben, si, voilà, comme tu disais, si tu n'es pas patriote, donc tu vas pas défendre la France, mais tu vas défendre les chauves-souris, par exemple. Donc, alors, il peut y avoir des combats intéressants. Hein. Il faut pas, comme tu as dit, il faut pas. Peut-être qu'il y a des vrais enjeux pour certains animaux, etc., qui peuvent être en voie de disparition, etc. Mais là, on voit bien que, comme tu dis, très souvent, en fait, l'écologie est de toute façon et de facto utilisée pour des principes politiques. Si on prend, par exemple, comme tu l'as très bien dit, la plupart des maires qui ont été élus, que ce soit notamment à Lyon avec Grégory Doucet et à Bordeaux, j'ai oublié le nom du maire, mais qui est d'Europe Écologie Les Verts, on voit bien que il y a une volonté, bizarrement, de toujours s'attaquer à des symboles, on va dire, qui sont toujours de l'ordre de la France. Moi, Oui. je me pose une question, par exemple, où sont les antispécistes? Il y a eu l'Aïd il y a quelques jours. Où sont les antispécistes quand, en gros, des moutons sont égorgés? Moi, je me pose la question, pourquoi on ne les entend pas sur On ce genre? choisit ses combats, on choisit ses combats. C'est comme ça que ça marche. Parce que là, du coup, évidemment, Dragondino vient de le relever. C'était évidemment un prétexte, que je lis le reste de l'article. L'association Bien Vivre à la Bardaine, voilà, et ses environs rassemblent aussi son lot de mécontents. La poussière et les nuisances sonores liées aux travaux sont au premier plan des préoccupations. Alors, les poussières et les nuisances sonores, il y a ça dans absolument toutes les villes de France, mais évidemment, là, ça pose problème quand c'est le Puy du Fou. Et aussi, attention, ça c'est un truc, c'est tiré du Monde, donc j'imagine que c'est l'opposition. J'ai pas accès à l'article parce que je n'ai pas d'abonnement au Monde, je suis navré. J'aurais pu chercher un peu plus loin, mais j'ai pas d'abonnement au Monde, hein, donc allez-y. Mais c'est aussi peur de voir exalter, je cite,
la Provence blanche, royaliste et catholique dans un mouvement de repli identitaire régional. Donc voilà. Donc le souci, évidemment, c'est pas les chauves-souris. Ils en ont rien à foutre des chauves-souris. Leur problème, c'est qu'il y ait la Provence blanche, royaliste et catholique. Alors là, on a un peu la sainte trinité, finalement, du mal, l'horreur, quasiment, on connaît la suite, dans un mouvement de repli identitaire régional. Parce qu'évidemment, faire la promotion de sa région à travers des spectacles, trucs, c'est un repli identitaire. Donc non, c'est pas en faire la promotion, c'est pas sensibiliser les gens finalement à l'amour de la région ou à l'amour du territoire. Non, c'est simplement du repli identitaire. Donc pour Europe Écologie Les Verts, surtout les musées, les trucs, brûlez-les, hein, évidemment. Ne faites pas la promotion de votre région. C'est mal, c'est identitaire et c'est fasciste, hein, surtout. C'est fascistoïde. S'il y avait été question d'installation d'un champ éolien qui tue les oiseaux, il n'aurait rien vu de mal. Bah, évidemment, et c'est vrai qu'il y a aussi ça. Là, on peut revenir du coup sur la problématique des éoliennes qui, évidemment, tuent pas mal d'oiseaux. Apparemment, j'ai pas les stats. Je suis sûr qu'il y en a quelque part. Faudrait essayer Ouais. de trouver. Il y a Ouais. il y a des régions où, en gros, ils se sont rendus compte que les troupeaux qui étaient à proximité des champs d'éoliennes, notamment les troupeaux de vaches, Mhm. mouraient en gros sans raison. Alors, il y a des enquêtes pour savoir si c'est vraiment les éoliennes, mais Ouais. Alors, en il y gros, avait eu c'était cette un histoire, reportage justement, dans un c'est le petit truc village. magnétique, là. C'est un truc, Ouais, comment dire, c'est la vibration qui faisait qu'en gros, les vaches ne se nourrissaient plus, je crois. C'était un truc du style. ouais, je te laissais mourir en fait. Elle se Mhm. laissait mourir, donc voilà, on voit bien que de toute façon, comme on a dit, il y a, voilà, c'est un prétexte, les chauves-souris. Donc, aussi, le problème de la droite, c'est qu'à un moment donné, l'écologie, la question écologique, et ça nous a coûté très cher, très très cher, on l'a balayé d'un revers de main en estimant que c'était un truc de 68 heures attardé et que la droite n'avait pas d'intérêt à placer des billes dans l'écologie. Et ça a été un drame pour la droite, mais véritablement. D'ailleurs, je le dis souvent, il y a une vidéo qui arrivera sur ça sur la chaîne, mais l'écologie est un principe conservateur de base. Mhm. Les premiers auteurs à avoir véritablement parlé d'écologie, il y a notamment Edmund Burke, donc, qui n'aimait pas l'industrialisation massive de l'Angleterre, qui était très critique sur ça, et qui lui avait théorisé le home, c'est-à-dire, voilà, tu as ton foyer avec les bois à côté, le petit ruisseau, et vu que tu es dans une volonté d'héritage et de transmission, tu dois utiliser la nature autour de toi, certes, mais la préserver pour les générations futures qui en auront autant besoin que ce que toi, en fait, tu l'as utilisé. Ouais. Donc, c'était une idéologie, un concept de droite, les gens l'ont oublié, et donc la gauche essaye de le récupérer, et là où la gauche, en plus, joue pas franc jeu, c'est qu'on voit bien que, mais comme dans tous les combats de toute façon, au final, la gauche utilise des avatars, des totems, donc c'est l'antiracisme, c'est l'écologie, mais en réalité, ils s'en foutent de l'écologie, ils l'utilisent comme un prétexte. À force de parler du racisme, de race et de couleur, ben, finalement, c'est eux qui mettent ces questions-là constamment sur la table. C'est pour ça que vraiment les idéologies de gauche sont profondément mortifères parce qu'elles n'arrêtent pas, on va dire, d'utiliser des totems juste pour avancer leur pion politique. Et derrière, il n'y a Mhm. pas vraiment de véritable volonté d'une société en fait saine et pérenne. Voilà, on veut faire gagner notre vision du monde et pour ça, on est prêt à utiliser n'importe quoi. Et ça a été un gros problème de la droite, ça a été de balayer d'un revers de main l'écologie. Mais ça, il faudra que d'ailleurs des personnalités de droite à l'avenir, sans tomber dans une espèce d'hystérie comme on a pu le voir notamment avec, comme elle s'appelait, Greta Thunberg, etc. Mais Ouais. être conscient des problématiques écologiques, mais sans en faire une espèce de religion dogme. Mais il va falloir que la droite se reconcentre sur ces questions qu'elle a trop longtemps délaissées en fait. Surtout que c'est un, comment dire, c'est un sujet qui a été imposé par l'adversaire, même si c'est un sujet qui est fondamental, l'écologie. C'est un sujet qui aujourd'hui, c'est un peu la dernière cartouche la dernière cartouche de l'Union européenne pour dire, regardez, finalement, on a besoin de la mondialisation à tout prix, puisque regardez, l'écologie, finalement, ça peut se faire qu'à échelle internationale, quelque chose qui est complètement bidon, parce qu'on n'arrivera jamais à s'entendre avec la Chine sur le charbon, ils en ont rien à foutre de l'écologie. Mais par contre, l'écologie peut passer par une forme de nationalisme, de patriotisme, et évidemment, par préserver un peu sur ce que peut dire Alain Finkielkraut, le
langage, préserver finalement l'environnement, les paysages. Les éoliennes, je veux dire, ça flingue complètement le paysage. En plus, on te coule je sais pas, des tonnes de béton dans le sol, on t'éclate les oiseaux qui passent, on déstabilise les animaux autour pour fournir deux maisons d'électricité, et le reste c'est du charbon. Donc ça sert à que dalle. Et par contre, oui, l'écologie, évidemment, je pense que tu disais, Arthur Josso, j'aimerais que le Z prône une écologie de droite. Alors, écologie de droite, finalement, c'est un peu... Normalement, ça devrait, comment dire, aller de pair, parce que l'écologie, c'est quelque chose, c'est un concept réactionnaire, comme vient de le rappeler le doc. Mais voilà, mais c'est évident. Je pense que si candidature il y a de la part d'Éric Zemmour, c'est une problématique à laquelle il sera sensible, puisque ça va de pair avec un vrai patriotisme, avec le nationalisme, quoi. Donc j'en profite parce que on est parti des chauves-souris à la base pour aller là, et du coup là j'ai un magnifique article. Oui, tu veux dire? Je disais juste pour rebondir sur un truc, c'est qu'ils ne pourront pas allier à la fois un monde globalisé Hmm. avec des échanges où tu te fais livrer par exemple des steaks d'Argentine que tu peux retrouver dans tes rayons, donc c'est-à-dire le libre-échange sans frontières, toujours plus loin, toujours plus, et en même temps l'écologie. Il y Mhm. aura un problème, il y aura une dissonance. C'était juste ça. Non, mais c'est vrai que t'as raison, ça va totalement de pair. Quand tu vois un gouvernement qui te parle, on n'a pas eu de gouvernement qui parlait autant d'écologie que celui de Macron, je pense. Et pourtant, c'est celui qui a fait, qui a signé, je crois, le CETA, c'est ça qui fait qu'on reçoit des produits du Canada. Enfin, je veux dire, c'est complètement dingue, et qu'on a des porte-containers et ça. Enfin, c'est complètement dingue. Quelle pourrait être la mesure écologique de droite qui devrait être portée à présidentielle selon vous, Victor Izzy? Moi, je dirais que c'est le nucléaire. Enfin, à la limite. Je dirais que si aujourd'hui on parle d'écologie en termes de réchauffement climatique, évidemment, ce serait plutôt la promotion du nucléaire. En tout cas, voilà, et le localisme, circuit court, évidemment, ça pourrait être des trucs à envisager. Donc, pour revenir aux chauves-souris, parce que là, on a un article de Libération qui est tombé du ciel, donc qui est du 21, donc qui date un peu, hein, c'était il y a 4 jours. Mais c'est le problème, hein, faire des revues de presse hebdomadaires, on a un peu de retard, mais c'est quelque chose d'intemporel et quelque chose d'exquis. Donc, gauche, Zizani à Saint-Denis, à Zizani à Saint-Denis, très joli titre, par Eve Chetfel, j'imagine que ça se prononce comme ça, Chetfel, Zetfel, je sais pas, Chetfel, on va dire Chetfel, je vais la prononcer à la polonaise, F. Chetfel, donc dérapage d'émission, la majorité municipale du PS Mathieu Hanotin tanque depuis l'affaire de l'assesseuse voilée, donc vous savez l'affaire où Jordan Bardella avait été, comment dire, voté avec cette assesseuse qui était voilée juste en face de lui, et qui n'a rien dit, d'accord, et qui a juste mis la photo en disant qu'il était content d'aller voter. C'est assez drôle. Détention révélatrice des mutations de cet ex-bastion communiste entre gentrification et paupérisation. Alors là, du coup, on a déjà calé les mots-clés entre gentrification et paupérisation. Voilà, faut pas oublier Seine-Saint-Denis pour la gauche. Le problème, c'est le social. C'est pas assez d'argent. Faut envoyer plus d'argent, d'accord? Donc toujours envoyer de l'argent en Seine-Saint-Denis, et normalement, ça ira mieux. Alors, donc un directeur de cabinet qui dérape, mais se voit gratifié d'un logement de fonction, finalement retiré in extremis, un management juré autoritaire, un projet de privatisation, désolé, je me suis planté, un projet de privatisation du nettoyage qui passe mal. 1 an après sa victoire à la mairie de Saint-Denis, le socialiste Mathieu Hanotin, que je ne connaissais pas du tout, hein, je découvre ce Mathieu Hanotin, qui est probablement un type très sympathique, semble fragilisé par les dissensions apparues au sein de sa majorité, révélatrice de la difficulté à faire travailler ensemble des élus et cadres. Ok, très bien. Un gâchis énorme pour lui, pour nous, pour Saint-Denis. Voilà, deuxième adjoint au maire, Shems Al-Kafaoui. Donc on sent déjà l'ambiance, ça se fout un peu sur la tronche. Mais alors, l'anecdote un peu rigolote de cette histoire, c'est que il y a ce qui s'appelle l'histoire de la chauve-souris. Donc je peux pas cliquer pour sélectionner pour vous le montrer, mais c'est un peu en bas. À commencer par celle de la chauve-souris. Lors du premier tour des élections régionales, le 20 juin, le candidat du Rassemblement national à la présidence du Conseil régional d'Île-de-France, Jordan Bardella,
est filmé en train de signer le registre électoral que lui présente une assesseuse voilée. La séquence fait le buzz et donne lieu à des commentaires nauséabonds. Évidemment, nauséabonds, toujours. Vous avez saisi, si vous dites un truc, c'est nauséabond. C'est Libération, d'accord. Tout va bien se passer. Sur Facebook, Mathieu Hanotin prend la défense de son administré et fustige ceux qui stigmatisent une religion. Donc évidemment, position de gauche, Saint-Denis, on défend la cesseuse voilée, c'est comme ça que ça marche. La République, la laïcité, finalement, on s'essuie avec et on défend coûte que coûte. Sans se douter que la polémique va bientôt rebondir par la faute de son directeur de cabinet. Donc ça, c'est le truc un peu comique. Encore une chauve-souris négative avec eux, donc tu verras. Car tandis que les réseaux sociaux s'échauffent, l'image est également commentée dans la boucle WhatsApp du cabinet. Ils utilisent WhatsApp, c'est des ringards. Telegram, c'est mieux. À coups d'émojis morts de rire, ils auraient pu mettre l'emoji plutôt que de le citer, mais c'est pas grave, et de blagues douteuses. Comme celle que se permet Frédéric Bonneau, donc un type probablement très sympa. En plus, c'est une chauve-souris qu'il fait émarger. Donc le type voit une fille voilée, il pense à une chauve-souris. Alors je pense qu'il faudrait qu'il aille regarder The Dark Knight ou Batman, parce que ça ressemble pas à ça. Batman en Saint-Denis, c'est peut-être un remake. Des propos dira un élu communiste d'opposition qui sont habituellement de la fachosphère. Alors, quand on sait pas quoi dire, quand on sait plus qui accuser, c'est soit les Russes, soit la fachosphère, les propos nauséabonds et les heures les plus sombres. Donc je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur cet article, mais je trouvais ça très drôle, finalement, de repartir sur cette histoire de chauve-souris. Je ne comprends pas le communisme de ce siècle, je pense que personne ne comprend le communisme de ce siècle, pas même les communistes eux-mêmes. Donc ça c'est voilà. Ce soir, on va faire des cauchemars de chauve-souris. Exactement, je pense, le Podstar. Donc voilà, donc quand on sait pas quoi dire, on parle de fachosphère et on parle de propos nauséabonds. Une petite réaction sur cette histoire de chauve-souris. Est-ce que t'aimes les chauves-souris? Est-ce que ça t'effraie, Doc, les chauves-souris? Ouais, nous ont mis un peu dans une position délicate, hein, il me semble, cette année. Donc, je suis pas fan d'elle, hein, mais je vais rebondir sur juste un truc donc, qui est cité dans l'article, enfin, Ouais, que toi, tu as dit, c'est toujours plus d'argent. Il y a une très bonne vidéo, j'ai trouvé perso que c'était sa meilleure, du Barbare Civilisé. ouais. Rap et misère, je crois, ou c'est un truc comme ça. Enfin, c'est la dernière, vous irez la voir, elle est vraiment monstrueuse. Et il montre bien que, en gros, il parle du fait que à Palerme, en gros, en Italie, il y a des blocs. J'y suis allé il y a quelques années à Palerme. C'est vraiment territoire lié de l'Italie. Il y a des zones de l'Italie qui font. L'Italie est un pays magnifique, hein, Mhm. qu'on se mette d'accord, hein. Mais il y a des zones de l'Italie qui font véritablement de tiers-monde. On voit qu'il n'y a pas d'argent public. De toute façon, c'est pas pour rien que ces zones-là soient, on va dire, le lieu de l'émergence des mafias aussi, hein. C'est un peu lié, mais bref. Donc, c'est des zones d'Italie qui vivent dans une extrême précarité. Extrême. Et dans la vidéo, il montre très bien, Simon, que en gros, ben, les gars, ok, ils vivent vraiment dans des logements qui sont minables, insalubres, etc. Mais ils ont un respect pour l'endroit où ils habitent qui est impressionnant en fait. Tandis que nous, en France, on a des gars qui brûlent en gros des halls, qui pissent dedans, etc. Donc, et il explique bien que c'est pas une histoire d'argent, c'est-à-dire cette espèce euh, de, de joker qui a toujours utilisé la gauche, et même une partie de la droite et du centre-droit, comme des hommes comme Jean-Louis Borloo, c'est cette idée que si on a un problème avec les cités, c'est parce qu'on n'a jamais envoyé assez d'argent, c'est parce que ils n'ont pas de complexe luxueux, parce qu'il n'y a pas une piscine avec hammam, sauna, etc. C'est pour ça. Moi, je vous dis, aujourd'hui, si demain on détruisait toutes les cités et que l'argent créerait à la place des espèces de complexes Palm Beach, Club Med avec Open Bar, la situation serait la même, exactement. Et il le montre très bien dans la vidéo, donc je voulais réagir déjà sur ça. Et Mhm. deuxièmement, ben, en réalité, on voit bien que on se répète souvent sur ces questions, mais que au final, la gauche qui est, on va dire, toujours la main sur le cœur, a tendance à peut se montrer parfois très perfide Mhm. sur les gens qui sont censés défendre ou représenter.
bon, qu'il y ait des gens de droite qui tombent dans une forme d'insulte et voilà, de dénigrement, il y en a, mais on va dire que la gauche n'est pas à son coup d'essai, hein. Très fréquemment, on voit qu'il y a un grand mépris de leur part. Et bon, on voit aussi que c'est des boomers un peu déconnectés parce que comparer une meuf voilée à une chauve-souris, bon, on voit Ouais, bien. ils ont pas tout compris, ouais. Ah non, mais bon, c'est un 68 art, il y a rien à comprendre. C'est un vulgaire quoi, c'est un mec en gros de l'opposition, quoi, de gauche en fait, c'est ça. Bon, Je crois que non, c'est le directeur de cabinet du maire, il me semble. Donc non, c'est genre, ils sont pas dans l'opposition. Mais oui, ils sont parti socialiste, quoi. un gratte-papier, quoi. C'est un gratte-papier communiste. Bon, voilà. C'est un micro-événement, là encore, qui prend des proportions, parce que de toute façon, il y a des récupérations. Tout ce qui peut dénigrer, on va dire, la mairie ou les institutions, et que toi, tu es dans une opposition, tu surfes sur la vague. Donc voilà, micro-événement qui est monté en épingle, toujours là, par en plus, le bras armé, Libération, bon, qui des fois peuvent écrire des très bons articles, hein, ça arrive Mhm. qu'ils écrivent des fois des petites pépites, mais c'est les articles les moins politisés. Je fais juste une petite parenthèse toute petite. La dernière fois, j'en ai lu un que j'ai partagé en story, où en gros, ils expliquaient que Léo Ferré, qui était un chanteur, en gros, ben, 68 art, anarchiste, alors il me semble que c'était Léo Ferré, attends, que je te dise pas de bêtises, hein, parce que on veut donner une information. Ouais, voilà, c'était Léo Ferré. En gros, Léo Ferré, je raconte cette anecdote et on passe à la suite, hein, désolé, mais Mhm. elle est Pas de intéressante. souci. Léo Ferré, en gros, dans les années 60, va savoir pourquoi il a eu le délire comment on appelle ça, d'adopter un singe en fait. Il a adopté une chimpanzé, une femelle chimpanzé, qu'il a appelée Pépé. Donc bon, là encore, il n'y a rien qui est logique, quoi. Il lui donne, mais bon. Ça n'a aucun Et sens, mais très bien. aucun, aucun sens. Et Léo Ferré avait déjà une femme et une fille qui, je crois, avait 20 ans à l'époque des faits. Et le gars lui avait prévenu que, le gars qui lui avait vendu le singe avait prévenu que, attention, les singes c'était quand même très intelligent et que c'était pas anodin, quoi. Fallait se méfier quand on adoptait un singe. Et Léo Ferré, qui était donc un immense anarchiste, donc relativiste, c'est-à-dire que pour lui, rien n'est sacré, il n'y a pas de construction biologique, on peut dire d'un cheval que c'est un âne, c'est la même chose, est parti du principe que Pépé était l'égal de sa fille. Donc là, on voit les mecs Mhm. complètement fracassés de l'esprit, qui partent donc du principe que elle était un membre de la famille et que par conséquent, voilà, c'était sa fille au même titre que son autre fille. Le problème, c'est que le singe, il est pas taré. Quand il a affaire à des 68 arts qui lui donnent tout, c'est-à-dire que le singe avait sa propre chambre, il avait ses jouets, etc. Donc, c'est-à-dire que elle était comme un coq en pâte. Et au bout d'un moment, le singe a développé une jalousie envers la fille biologique donc de Léo Ferré, à la mordre, etc. Donc il y a eu un climat complètement délétère où la fille a fini par se barrer. Un jour, Pépé est tombé d'un arbre et en gros a connu une semaine d'agonie avant de mourir. Léo Ferré s'est barré parce que voilà, c'est-à-dire que c'est le 68 art qui, quand il doit faire face un petit peu à des crises, vu qu'il n'a aucune forme de courage et vu qu'il ne sait pas gérer, vu qu'il n'y a pas de hiérarchie, ben, il se barre, c'est la fuite en Mhm. avant. Et ils se sont retrouvés, et là c'est là qu'on voit que c'est des gens profondément malsains, c'est-à-dire qu'en en fait ils avaient une véritable ménagerie, c'est-à-dire qu'ils avaient des chats, des chiens, ils avaient même un taureau. Et en fait, la femme de Léo Ferré a vrillé complètement, c'est-à-dire main sur le cœur, ami des animaux, et elle a demandé à un ami chasseur de venir et de fumer tous les animaux, dont Pépé qui était en agonie, en mode en fait on passe de tout à rien. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont te dire par exemple oui on est écolo, cœur sur la main, on est les amis des animaux, et ce que va peut-être pas dire un homme de droite, c'est-à-dire qu'un homme de droite, il va partir du principe qu'un singe, c'est un putain de singe et qu'il n'a pas sa place dans une maison avec des jouets d'enfants, etc. Mais lui, il n'irait pas lui faire du mal au singe. Et en fait, Ouais. on a une logique où au final, ils créent une utopie et voyant que leur utopie ne marche pas, ils font complètement table rase, ils détruisent tout. Et c'est là que c'est des gens profondément dangereux. Et bon, tout ça pour dire que c'était un article qui était très intéressant, qui était idéologiquement marqué, puisque vraiment, il pointait du doigt le fait que ben, Léo Ferré avait complètement été abruti et endoctriné par son idéologie nauséabonde. Mais voilà, donc des fois, il y a des pépites. Donc
Ça Ouais. vaut le coup d'œil des fois, Libération. Ah, je Voilà, donc connaissais pas c'était du la tout petite cette, anecdote. ouais, non, Voilà. je connaissais pas du tout cette anecdote et par contre Dragon Dino a répondu, c'est exemple de ce qu'est l'extrémisme véritable et ce que ça amène. C'est vrai, c'est absolument ça. C'est finalement, tu passes vraiment du tout au rien, quoi, donc c'est un peu sale. On va accélérer peut-être un petit peu au niveau des articles. On va s'attarder peut-être un peu moins sur chaque article, mais en général, là, c'est des trucs qui sont un peu plus consensuels, je pense. Alors attention, là, sujet sensible, comme font les gauchistes ou les JW, trigger warning, d'accord? Donc trigger warning. On est sur Twitch, on balance pas n'importe quoi, parce que, évidemment, c'est un sujet sensible, les droits LGBTQ+. Donc voilà. Donc, droits LGBTQ+, en Hongrie, Viktor Orban sous pression au sommet de l'Union européenne. Et donc on a eu cette histoire, on a vu, donc je sais pas si c'est écrit dans cet article, parce qu'à la base je voulais prendre un article de Valeurs Actuelles qui semble avoir été supprimé, parce que je ne l'ai pas retrouvé, je me suis tapé un erreur 404, hein, ça faisait longtemps que j'avais pas eu ça. La modération veille, merci Corsinu. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un erreur 404, mais du coup ils vont organiser un référendum sur les droits LGBTQ+, donc je sais pas exactement quel est le contenu de ce référendum, je me suis pas penché dessus, je sais pas si t'en sais un peu plus, mais j'imagine que ça pourrait être sur des... Ah, ça, d'après la nouvelle loi hongroise, la pornographie, les contenus que représente la sexualité ou promeuvent la déviation de l'identité de genre, le changement de sexe et l'homosexualité. Alors ça switch, what the fuck? Euh, C'était où? Je me suis perdu. Parce que là, le monde nous met des pubs comme ça qui pop comme ça de nulle part. Ah oui. L'identité de genre, les changements de sexe, l'homosexualité ne doivent pas être accessibles aux moins de 18 ans. Donc ça, j'imagine que ça pose problème, notamment au sein de l'UE. Donc ils vont organiser un référendum. Il y a eu une pression de l'Union européenne sur la Hongrie. Il y avait aussi un autre article dont je voulais parler, mais ça allait un peu dans ce sens-là, donc on va pas forcément pousser à ce niveau-là. C'est la pression sur tout simplement le groupe de Visegrad, que ce soit la Pologne ou la Hongrie, sur n'importe quelle mesure un peu conservatrice, un peu réactionnaire qu'ils peuvent prendre. Ils ont une pression en permanence, on les menace de leur couper les fonds pour absolument tout et pour n'importe quoi. Et donc voilà. Les abonnés s'en vont, les pubs arrivent, exactement. Et bien, ils sont obligés de mettre 50 pubs, parce que c'est hallucinant. Regardez le nombre de pubs. Donc bon, la femme en lutte, c'est pas grave, c'est un truc pour les podcasts, mais le nombre de pubs sur une page, c'est hallucinant. Le monde a besoin d'argent. Euh, je parle du journal, évidemment. Donc là, c'était voilà, juste ça. Il y a ce fameux référendum qui va être organisé. Je ne sais pas quand, j'ai pas la date. Est-ce que tu en sais plus là-dessus, Doc, ou pas du tout? Sur la Non, date moi de ce j'ai vu qu'il référendum. voulait leur. Mhm. Que je pense qu'il va le faire relativement rapidement. Euh, Ouais. il y a plusieurs choses. Pour comprendre ce référendum, il faut comprendre plusieurs choses. C'est que Viktor Orban est une personnalité qui a toujours été anticommuniste. Et Mhm. la Hongrie est un pays qui a été profondément marqué et qui a vraiment la peur du communisme. J'ai eu la chance d'y aller il y a quelques années et on voit que véritablement dans leur musée, ils ont d'ailleurs un très beau musée sur la Seconde Guerre mondiale, d'ailleurs, qui est vraiment très bien, où il y a notamment le mur avec les Justes parmi les nations. Enfin, c'est un musée très riche. Il y a d'ailleurs un tank au milieu. C'est assez impressionnant. Mais voilà, toujours est-il, c'est que dans leur musée en Hongrie, on retrouve toujours quand même voilà, la période noire du communisme. On voit qu'ils ont été marqués et profondément mis à mal en fait par l'idéologie communiste. Donc Orban, lui, se place comme étant, et dès sa jeunesse, il a toujours été anti-communiste farouche. Et aujourd'hui, donc, le communisme n'est plus, c'est-à-dire le communisme stalinien, enfin, il a des formes maintenant aujourd'hui variées, mais c'est-à-dire qu'il ne représente plus une menace comme ça pouvait le représenter, donc notamment dans les années 60, 70, 80, jusqu'à la chute quoi, de l'URSS. Mais il a très bien compris que la nouvelle tyrannie de gauche, ce n'était plus le communisme, mais ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire le progressisme à Le outrance, wokisme, on etc. va dire, le progressisme. Ouais. Ça, il a très bien compris. D'ailleurs, c'est plutôt marrant parce qu'il a invité il y a quelques mois de ça Jordan Peterson qui s'est rendu en Hongrie pour discuter de ce type de problématique. Donc c'est une personne, Viktor Orban, qui est loin d'être idiote et qui est très alerte de toutes ces problématiques-là. Il faut comprendre que Viktor Orban veut opérer ce qu'on appelle donc un retour du conservatisme, une révolution en gros culturelle conservatrice donc en Hongrie. Parce que l'un des problèmes de la Hongrie, c'est que malgré tout, le mauvais
héritage qu'ils ont du communisme, c'est qu'ils ont encore beaucoup d'athées. Donc, ils essayent de refaire revenir la religion, puisque maintenant, notamment, c'est les églises qui gèrent en gros les fonds d'argent pour les écoles publiques. Donc, on voit qu'il y a il y a une vraie volonté de ça. Donc, moi, jusque-là, ce référendum se place dans une suite logique, et puis d'autant plus que moi, ce qui m'intéresse dans le référendum, et j'en parlais avec Joachim Murat, donc il y a une vidéo qui va arriver prochainement sur la chaîne, donc qui est un gaulo bonapartiste et qui lui aime beaucoup l'idée de référendum et de plébiscite. Ben, c'est intéressant, pourquoi? Parce que on veut nous imposer par le biais des marques, par le biais donc de l'idéologie, des réseaux sociaux, etc., le pack progressiste. Bon, ok. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que la société en veut vraiment de ce pack? Parce que la dernière fois, j'étais sur Instagram et je tombe sur la page Instagram en gros, des députés La République En Marche avec Nathalie Loiseau au Parlement européen. Et je vais également, en gros, tu sais, ils te proposent en gros des pages autres. Et je vais sur la page, en gros, de toutes des institutions européennes. Et force est de constater qu'on retrouve un cahier des charges. Les deux comptes Instagram semblent être similaires, si tu veux. Mhm. C'est-à-dire qu'on voit que l'Union européenne, l'institution de l'Union européenne, se mélange avec, tu sais, cette social-démocratie parfaitement. C'est-à-dire que pour eux, c'est limite des partis officiels, quoi. Ouais. Tu vois, la ligne idéologique, c'est la même. C'est-à-dire, voilà, on retrouve les drapeaux LGBT, l'immigration, enfin, tous ces poncifs-là. Douglas Murray, d'ailleurs, l'avait très bien démontré dans son ouvrage sur l'Union européenne qui était sorti avant La Grande Déraison. Et donc, le problème, c'est que là, c'est l'institution qui l'impose, mais la question, c'est est-ce que le peuple en veut? Et moi, je ne suis pas convaincu que le peuple veut de ça. Et ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi aussi Viktor Orban veut limiter la pornographie, parce que ce que peu de gens savent, c'est que, en gros, l'Hollywood européen de la pornographie se situe à Budapest. C'est-à-dire que c'est dans la ville de Budapest que sont produits la plupart des films porno européens. Et Orban veut casser cette industrie. Parce que forcément, tu ne peux pas à la fois opérer un retour du conservatisme et de la révolution Ouais. conservatrice et en même temps être la capitale du porno en Europe. Tu peux pas. Donc, il veut vraiment, c'est son cheval de bataille. Moi, je ne peux que le valider parce que la pornographie détruit les esprits. Je veux dire, il n'y a qu'à regarder un minimum donc des analyses scientifiques sur les ravages du porno et on le voit bien dans la société que depuis qu'il y a eu une émergence du porno, les relations sont devenues extrêmement compliquées entre les hommes et les femmes, et notamment les relations sexuelles. Donc c'est un fléau. Et je trouve ça plutôt cocasse d'ailleurs qu'on lui jette la pierre, sachant que Macron avait été de ceux. Des fois, il te surprend, Macron, parce il peut être très conservateur sur certains aspects. Macron, à un moment donné, voulait Mhm. que les Ouais, sites je me souviens. pornographiques ne soient pas aux mineurs. Et il voulait faire un système Ouais. avec une identification comme sur France Connect, Ouais, je mais crois. c'était au nom. Attention, parce que regarde, au final, ça avait été fait au nom de quoi? Au nom du féminisme. Donc tu vois, chacun a son cheval de bataille. C'est-à-dire que Macron l'avait fait en partenariat avec Marine Schiappa. Je me rappelle, il y avait eu cette fameuse conférence, cette fameuse journée autour de ça, et il avait fait au nom du féminisme, alors que Viktor Orban le fait au nom finalement des valeurs chrétiennes et un peu finalement du bon sens, quoi, tout simplement. Donc ouais, là-dessus, c'est vrai que le combat est bon, l'angle n'est pas forcément le meilleur pour Macron, ça c'est sûr. J'en profite, il y a Napoléon qui dit ville de Budapest dont la population est très opposée à Orban, mais évidemment, c'est une ville-monde, comme toutes les capitales ou comme toutes les villes-monde, simplement. Et donc, évidemment, que c'est opposé au populisme, puisque c'est des personnes voilà, qui vivent dans une bulle, comme ceux qui peuvent vivre à Paris, ou en tout cas une partie de la population qui peuvent vivre dans les grandes métropoles, qui votent évidemment Macron et qui ne comprennent pas les gilets jaunes, donc ça a totalement un lien. Et oui. À Budapest, en gros, il y a une zone de la ville, j'ai oublié le nom malheureusement, où en fait, il y a Budapest, qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux villes. Il y a la ville de Bouda et de Pest, en fait, qui sont collées. Donc, tu as la ville haute et la ville basse. La ville haute est un peu plus aisée, c'est comme une espèce de village médiéval. C'est vraiment une très belle ville et je vous invite à y aller. Et en gros, à la périphérie de la ville, il y a un belvédère où tu vois vraiment le Danube, le Parlement, etc., si tu veux. Et c'est à la périphérie de la ville. Et ce qui est marrant, c'est que tout est donc très carré, hein. C'est des villes un peu comme
viennent, où tout est propre, il y a de bonnes infrastructures routières, etc., les rambardes, etc. Et puis, c'est marrant, hein, il y avait vraiment la route qui t'amenait au Belvédère, et ensuite il y avait une autre route où en gros tu voyais tu sais, en gros Budapest barré, en mode vous quittez Mhm. la ville de Budapest. Et là, la ruralité extrême. C'est-à-dire que ça m'a profondément marqué. Donc t'es vraiment, faut imaginer ça, tu es dans la ville, et puis d'un coup, c'est comme si tu voyais donc en plein Paris, ou plutôt à la périphérie de Paris, une route limite déglinguée avec, je te promets que c'est vrai, des barrières en bois style tu vas dans l'arrière-pays et ça y est, c'est terminé, c'est Ouais, l'arrière-pays, tu vois. Aucun lien, c'est-à-dire c'est coupé. Et ouais. ça m'avait. Donc oui, comme dit, je crois que c'est Napoléon dans le chat, comme il a dit, voilà, c'est la capitale, donc forcément, c'est là où il y a les échanges économiques, donc forcément, mondialisme et progressisme, ça fait de pair, quoi. Voilà. Ouais et bah, du coup, ça donne vraiment ce côté, directement enfin, il y a un clivage finalement, presque matérialisé puisque tu parles justement de directement, tu passes d'un de la belle ville à d'un coup des routes dégueulasses et voilà et du coup, Arthur Stepper, tu disais: «J'évite de trop écouter le pape, trop d'hérésie». Alors du coup, c'est un peu finalement le sujet qu'on va aborder là, en tout cas les articles mentionnés, donc il y a le retour, justement, le non-retour de la messe en latin. Après la publication par le pape François de fortes restrictions restrictions sur le rite extraordinaire, l'incompréhension demeure. Donc évidemment, il y a des évêques qui veulent rassurer les fidèles, comme peut le citer le Figaro. Et donc je prenais cet article-là tout simplement parce que c'est plus d'actu, parce que c'est d'aujourd'hui, non c'est d'hier, c'était du 24. C'est le Figaro Weekend, le mot très pertinent, je connaissais que trop peu la Hongrie. Donc tu vois, tu donnes des cours sur la Hongrie, le doc, bravo. Tu apprends des choses, mais moi je connaissais pas du tout cette histoire, donc bravo. C'est important le voyage te permet ça de permet de comprendre justement certaines choses. Donc pour ça que j'aime bien sans me faire le mec en mode ouais, regardez, j'ai voyagé, mais j'aime bien en parler parce que c'est des sources importantes quoi. Et je cherche l'article que je ne trouve pas, mais je vais le trouver, soit bien. Oui, alors du coup, ça a totalement un lien avec ce qu'a pu dire Michel Onfray qui a fait une tribune d'ailleurs sur la messe. Ah, attendez, parce que je l'avais mis quelque part, je sais pas ce que j'en ai fait. J'avais copié le PDF, mais qui a signé une très belle tribune sur la messe en latin. Donc que j'invite tout le monde à lire, qui est disponible sur le site du Figaro, mais ça va pouvoir se trouver ailleurs. Je vois que ça a été repris par Slate et Yahoo Actualité, donc ce sera peut-être pas le contenu direct, mais en tout cas il y a eu cette tribune qui fait réagir pas mal de chrétiens et qui évidemment qui continue de dénoncer Vatican II et qui continue de se demander si finalement le pape François croit lui-même en Dieu, hein, tout simplement. Et s'il croit lui-même, comment dire, aux valeurs chrétiennes, à l'Europe et à la civilisation. Oui, on a vu l'évêque de Nanterre, l'évêque de Versailles, entre autres, qui ont dit que ça changerait pas grand-chose car tout allait bien dans leur diocèse. Mais dans d'autres cas, il y a moyen que les évêques interdisent la messe en latin. Bah, en tout cas, j'imagine que ça. J'avoue que c'est un milieu qui m'est totalement étranger parce que je suis pas de confession, je veux dire, je suis pas catholique. Mais en tout cas, j'imagine que ça doit changer quelque chose. Si la parole du pape va dans cette direction-là, les diocèses pourront prendre telle ou telle liberté. Je sais pas si Doc t'en sais un petit peu plus à ce niveau-là. Plus que moi, en tout Puis cas. alors plusieurs choses. En gros, pour bien comprendre le fait que le pape actuel soit dans une position antitraditionnaliste, faut remonter donc à Vatican II. Donc Vatican II, ça a été un concile qui a été demandé par Jean XXIII, si je dis pas de bêtises, qu'on appelait en gros le gentil pape, personne un peu molle, etc. Et il y a deux camps en fait qui se sont formés au concile de Vatican II. Il y a la majorité qui voulait en fait une transformation moderne de l'Église avec un aspect plus humaniste. On sortait de la Seconde Guerre mondiale, donc on s'était dit mon Dieu, qu'est-ce qui a fait qu'on est allé aussi loin la guerre, c'est terrible, etc. En gros, ils voulaient une église qui soit en phase avec une époque moderne, en gros. Mhm. L'autre, la minorité, c'était les traditionalistes qui, eux, voulaient que justement l'église retrouve un attribut encore plus fort, encore plus dur. Pourquoi? Parce qu'on était dans un processus de guerre froide, ils avaient peur du marxisme, et pour eux, il fallait lutter contre le marxisme, notamment par le biais de la religion. Puisque
marxisme et l'athéisme, ça marche main dans la main. Donc, le concile a duré vraiment plusieurs années, ça a été de 62 à 65. Il y a, excusez-moi, plusieurs idées qui ont émané de ça. La fin de l'hégémonie de la pratique du latin dans les offices, la reconnaissance des laïcs comme étant le peuple de Dieu, c'est-à-dire que, voilà, excusez-moi, pour eux, maintenant, les laïcs avaient un rôle à jouer dans la construction de l'Église. La liberté religieuse et donc la dénonciation des conversions de force, etc. L'Église catholique ne rejetait plus donc les autres religions et reconnaissait le fait que dans certaines, il y avait des paroles véritables. Le rejet du fait que de cette espèce d'antisémitisme de mode qu'il y avait chez les catholiques, de dire que si Jésus était mort, c'était à cause des Juifs, etc. Et la condamnation de la guerre. Alors, sur toutes ces idées, il y en a qui sont intéressantes, hein, on ne va pas non plus mentir, mais malgré tout, ça a participé à un affaiblissement du dogme. Charles de Gaulle disait que le Concile de Vatican II était l'événement qui était probablement le plus important du siècle, car on ne change pas la prière d'un milliard d'individus sans conséquence. Donc, en gros, le Vatican II est très peu cité comme étant un événement fondateur du XXe siècle, mais il a parachevé cette désintégration de l'Église. Pourquoi? Parce qu'à partir des années 60 à 70, en France notamment, donc il y a eu de moins en moins d'ordination de prêtres. Pourquoi? Parce que les prêtres, en fait, qui s'étaient lancés dans une volonté de faire ce métier-là, n'ont plus voulu parce qu'ils trouvaient que la religion avait perdu son sens. Et une religion est forte quand elle a des, comment on peut dire, quand elle a des attributs forts. C'est le cas Mhm. aujourd'hui de l'islam. Et le problème de l'Église, c'est qu'à ce moment-là est apparu donc en Europe ce qu'on connaît aujourd'hui, donc la French Theory, le relativisme, etc. Mhm. Et au lieu justement de se placer comme étant un rempart contre tout ça, elle est allée dans le sens qui l'a encore plus affaibli. Donc en fait, ce pape qu'on a actuellement n'est que l'aboutissement de Vatican II. C'est pas grave, l'Église va continuer à se casser la gueule, comme ils ont entamé déjà depuis donc, 1962. Et un jour, il y aura un retour, comme il y a de toute façon des cycles. Il y a une chose qui est bien vraie, c'est qu'en politique et en idéologie, rien n'est éternel. Et un jour l'Église catholique, mais qui va devoir connaître une crise majeure avant d'en prendre conscience, va un jour retrouver un aspect beaucoup plus traditionnaliste. Et d'ailleurs, c'est ce qui était arrivé donc avec l'orthodoxie, qui a connu des problèmes majeurs donc, pendant l'URSS, et après la crise, qui a retrouvé vraiment ses lettres de noblesse et une place très très forte en Russie, voulue notamment par Vladimir Poutine, mais ça c'est un autre sujet. Donc, la religion doit connaître une crise, comme en gros, c'est-à-dire tout système en fait. Tout système qui connaît une crise meurt et renaît de ses cendres avec des caractères beaucoup plus forts et durs, quoi. Donc, l'Église retrouvera ses attributs, mais ça prendra encore du temps, d'autant plus que voilà, les règnes des papes sont même plutôt longs, puisque normalement tu restes pape jusqu'à ton décès, donc ils ont véritablement le temps de détruire l'institution. Et là, ce pape actuel est très problématique, hein, c'est-à-dire qu'il ne cesse d'affaiblir le dogme. Mais attention, il a été élu, hein. Donc ça, il ne faut pas croire qu'il est le seul maître à bord et que Oui, ça a été légitimé, hein. C'est-à-dire oui. que Ouais. l'Église, il a de nombreux soutiens, il ne faut pas croire. Alors il y en a beaucoup qui sont aussi traditionnalistes et qui sont contre lui, mais il a été élu. Ouais, mais Donc, comme tu disais, ça s'inscrit dans une lignée, tout simplement, et voilà, c'est Vatican II. Le pape est l'ennemi des Européens. Alors ça, ça a été aussi théorisé plus ou moins par Éric Zemmour, hein, qui est qu'au final, ce pape a décidé de délaisser l'Europe et de se dire, on va vers de nouveaux horizons, et voilà. On va rusher les 2 prochains articles, parce que ça va bientôt faire 2 heures de live, et j'avais dit normalement 1 heure et demie, on a un petit peu dépassé. C'est un format à travailler, donc ça va aller. Donc, l'article, évidemment, qui était assez essentiel, que je n'ai pas mis au début, pourtant ça aurait dû l'être, mais bon, c'est pas grave. En France comme au Maroc, Rabat cible les journalistes, et donc ça parle du projet Pegasus, qui est évidemment un logiciel d'espion euh, de la société israélienne NSO, qui a été utilisé par le Maroc pour surveiller des journalistes et des patrons de presse au Maroc, mais aussi en France. Et donc on a eu, il y a pas mal de choses, hein, évidemment, il y a eu pas mal de communication autour de ça. Il y a eu un tweet de Zemmour qui disait, attendez que je retrouve ses propos directement, j'ai noté le tweet, qui disait
J'apprends avoir été mis sur écoute par un État étranger. Si le gouvernement savait mais n'a rien fait, alors c'est un scandale. S'il l'ignorait, c'est inquiétant. Cela prouve notre grande fragilité face aux ingérences étrangères. Donc, évidemment, quelque chose de problématique. Il n'y a pas uniquement Éric Zemmour qui a été mis en cause. Je crois qu'il y avait 1000 personnes, un truc du style. Ça va être dans l'article. Mais comme je dis, on va pas trop s'attarder dessus. Voilà, typiquement Edoui Plenel, on sait qu'il était dedans. Pourtant, il y a aucun lien avec Eric Zemmour, mais ils ont dû prendre à peu près les ennemis politiques, hein, j'imagine, en tout cas les personnes qui pouvaient possiblement poser problème. Voilà, tout simplement. Bon, c'est l'histoire du projet Pegasus. Ouais, c'est ça, 1000 Français. Il y a 1000 Français qui ont été mis sur écoute et probablement d'autres personnes, d'autres pays. Donc là, on n'a pas les noms apparemment. Donc bon, très bien. Et ensuite, on va clôturer ça avec une news un peu fraîche qui est sortie aujourd'hui, hein, comme je viens de le dire, qui concerne Gérald Darmanin, notre bon ministre de l'Intérieur, qui a tout simplement décidé que finalement le grand moyen d'assurer la sécurité des Français, c'était des pastilles sur le sol. Donc c'est nouveau. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de remettre en place la justice, de remettre des peines qui valent le coup ou quoi que ce soit. Non, non, non. On met des pastilles sur le sol. Et donc, il a décidé, voilà, nouveauté au commissariat d'Orléans. Donc, Orléans, les Orléanais, si vous nous écoutez, on vous passe le bonjour avec des petites pastilles. Oula. J'ai cliqué sur mes trucs. Euh, donc une signalétique différente et 2 files d'attente distantes, une avec un rond orange pour les personnes victimes de viol et de violences conjugales ou intrafamiliales, et une avec un rond bleu pour les victimes d'une autre infraction. Donc c'est-à-dire que au-delà, enfin, à l'agression, qu'elle soit sexuelle, au viol, aux violences conjugales, eh bien tu peux ajouter aussi le fait d'être tout simplement dans ta petite ligne avec un rond orange. Donc un propos qui est quand même assez scandaleux, en plus d'être, je pense, inutile. Je sais pas quel est ton avis là-dessus, mais en tout cas, c'est quelque chose d'assez... je pense que c'est profondément inefficace, et en plus, c'est un peu dégueu. Ben, alors, deux choses. Alors, sur Pegasus, très très vite fait. Très très vite Vas-y, vas-y, fait. reviens sur Pegasus aussi au passage. Pegasus, donc NSO, qui est en lien avec l'État d'Israël, notamment parce qu'ils Mhm. ont récupéré des C'est mecs israélien. Mhm. voilà, avec l'État israélien, ils sont en lien en fait avec la branche qui est l'équivalent de la NSA en Israël qui s'appelle l'unité 8200. Ils Mhm. travaillent un peu dans la main, ils fournissent des logiciels, etc. Le fait que des États s'espionnent, ça a toujours existé à l'échelle internationale. Le fait que des États espionnent des individus étrangers, ça a toujours existé. Le but du jeu, c'est toi t'espionnes un maximum et tu limites la casse de ton côté. Mais c'est les règles. Mais ce qui est très inquiétant, c'est que c'est une entreprise privée qui, en fait, propose des services dignes d'une agence en fait, de gouvernementale du renseignement. Et on va donc vers une domestication de ce genre de pratiques avec des individus qui pourront payer pour en espionner d'autres, c'est-à-dire un patron de presse qui va vouloir espionner un autre patron de presse ou des journalistes, un homme politique qui, dans le cadre d'une élection, va espionner le téléphone de son rival, etc. On va vers ça, c'est très problématique. J'en ai fait un podcast que vous pourrez écouter si vous voulez sur Spotify, etc., où je suis plus précis. Bon, ça va très vite. Pour les pastilles, c'est risible, ça va servir à rien. Pourquoi? Parce que les femmes qui sont victimes de viol, malheureusement, et d'abus ont déjà une honte en elles d'être victimes, alors qu'il faut leur rappeler que c'est pas elles qui doivent avoir honte, mais plutôt leur agresseur. Donc c'est difficile pour elles parce qu'elles ont l'impression d'être marquées dans leur chair en fait. C'est le problème avec les victimes de viol, c'est qu'elles sont marquées au plus profond d'elles-mêmes. Elles ont l'impression d'être marquées. C'est pas pour rien que d'ailleurs, bon, c'est glauque ce que je veux dire, mais il y a beaucoup de victimes de viol qui ont tendance à souvent se doucher, enfin, toujours se laver parce qu'elles ont l'impression d'avoir été marquées, d'avoir été salies. Donc Mhm. je pense pas que c'est une très bonne idée de rajouter à ce marquage psychologique un marquage visuel où en plus tu dois te rendre dans un commissariat et te mettre dans une file en mode regardez bien tout le monde, c'est très difficile, donc c'est contre-productif complet. Et en plus de ça, ça infantilise l'individu, c'est-à-dire que c'est vraiment, on retrouve les gommettes, couleur rouge c'est pour ci, couleur bleue c'est pour ça, bon esclave citoyen, voilà, le bon bébé, qu'est-ce que tu fais, dans quel cas tu te situes?
Donc voilà, contre-productif parce que ça a tendance donc à réappuyer sur le traumatisme psychologique de ces femmes qui ont vécu des abus. Et en plus, de manière générale, c'est une volonté d'infantilisation, c'est-à-dire, ah, couleur bleue, c'est pour d'autres trucs. Enfin, c'est minable, quoi. Et ça ira pas loin et ça va s'arrêter rapidement parce que quand tu as des idées minables comme ça, forcément, dans la pratique, ils vont le faire sur un commissariat, ils vont voir que c'est contre-productif et ils vont l'enlever. Donc voilà, encore une fois, micro-événement qui sert à rien. Mais bon, il a l'impression, le petit roquet, parce que c'est un petit roquet, Darmanin. En plus, je trouve ça risible. Alors, même s'il faut toujours prendre ces informations avec des pincettes, parce que je suis un fervent soutien de la présomption d'innocence. Mais bon, c'est vrai qu'en plus, le fait qu'il ait quand même été entaché par, c'est-à-dire l'idée qu'il aurait pu abuser notamment de femmes au niveau des appartements. Je crois qu'il y avait une histoire où en gros, Alors ça, attention, ça avait été débunké à droite à gauche, donc ça, on respecte la présomption d'innocence, on sait jamais, mais c'est vrai, pas de diffamation ni quoi que ce soit, mais c'est vrai que ça peut être, on sait qu'il traîne dans des affaires, en tout cas, il a été mis en cause dans des affaires qui sont pas forcément évidentes et pas forcément qui donnent une espèce de d'illégitimité pour parler de ces sujets-là. Évidemment, c'est ça. Mais oui, mais du coup la mesure est vraiment naze et espèce de fétichisme des gommettes, hein. Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu parler de pastilles ou de gommettes, je pense depuis la maternelle, je crois. Mais voilà, en tout cas, mesure inefficace, c'est sorti aujourd'hui et j'en profite pour faire la promotion de Valeurs Région, hein, qui est Valeurs Actuelles Région, qui est un nouveau truc que je découvert récemment et qui, comment dire, fait tout simplement travail plus local, mais c'est Valeurs Actuelles, donc il y a la même ligne édito que Valeurs Actuelles. À défaut de pouvoir apporter des réponses pénales pour les auteurs et d'accompagner dignement les victimes, on met des gommettes, exactement. Bah, c'est ça en fait, c'est totalement ça, c'est que vu qu'on n'est pas capable de réformer la justice ou de donner des vraies réponses pénales, on fait comme on peut, encore de la com pour faire croire qu'ils agissent, exactement. Exactement. Et Estra a demandé combien de temps ils ont passé à trouver la couleur des gommettes. C'est vrai qu'orange, finalement, c'était peut-être pas la plus jolie des couleurs. Très bien, bah, je pense qu'on va terminer la revue de presse là-dessus. On a un peu traîné, on a traîné plus, voilà, on a pris un peu plus de temps que ce qu'on voulait prendre à la base, mais c'était une première, donc vous nous excuserez évidemment. Avant de nous quitter, j'en profite pour vous dire de rejoindre tout simplement. Attends, est-ce qu'il faut que je tape Génération Z? Parce que je suis pas sur le compte, le bon compte évidemment. J'en profite pour vous inviter à, déjà dans un premier temps, suivre le doc sur Instagram. Donc le doc, comment c'est écrit? Le doc Baron, c'est ça? Je sais le plus. doc Baron, et puis sur YouTube, c'est le doc, donc vous tapez le doc et normalement, vous me trouverez facilement. Maintenant, je suis référencé, donc voilà. Bon bah voilà, c'est nickel. Vous trouverez le doc de toute manière sur YouTube. Vous taperez juste le doc. Je sais que t'es le premier dans les recherches, je crois. Donc normalement vous devrez trouver sans souci. Il y a également notre conférence avec un entretien sur la culture du narcissisme de Christopher Lash qui est passionnante et qui est retrouvable, je crois, sur oui, qui est retrouvable sur le site, sur le YouTube de Génération Zemmour. Et pour le reste, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Twitter. Donc il y a le Twitter juste en face de vous, c'est très simple. Génération Z-off. Pour suivre toute notre actualité, il y a le compte Instagram aussi, qui je crois c'est le même, mais si quelqu'un peut me le mettre dans le chat, ça serait hyper cool. Corsigno Haute, quelqu'un peut mettre l'Insta. Voilà, le TikTok, le Facebook, l'Insta, le Twitter, tout est bon. N'hésitez pas à follow la chaîne Twitch, parce que maintenant on se donne rendez-vous tous les dimanches soirs à 21h pour une revue de presse. J'espère que le format vous a plu. N'hésitez pas à envoyer des messages pour des retours. Ça pour une première, et puis vous êtes jeune, c'est déjà bien. Bon, merci beaucoup pour les compliments, et on vous souhaite une excellente soirée à tous, et à plus tard. Salut. Bonne soirée. Merci pour Salut. l'invite.